La partie qui va suivre pourrait s'intituler Chasse à l'homme. En fait, la chasse commence. Maintenant, on sait. Il n'y a plus de doute. On peut dire en tout cas qu'il n'y a plus de doute. Ils savent maintenant, en tout cas, dans tous les cas, même s'ils ne reconnaissent pas la véritable nature de ce qu'il est pourchasse, ils savent en tout cas qu'ils sont pourchassés. Ils savent que quelque chose est après eux, et ils savent que quand ce quelque chose les chope, ça se finit assez mal. Ça se finit par la mort. Donc ils vont être un peu comme ça, hagards, mais un peu perdus. On va aussi avoir ici un petit point de divergence avec le livre. C'est-à-dire que c'est là qu'ils vont trouver à un moment donné de l'eau et une piste. Piste qui mène quelque part, en tout cas, ils voient des traces de pas, etc. Donc ils comprennent bien qu'il y a de la vie par là, qu'il y a des gens. Ils vont préférer refuser d'emprunter cette piste. Donc là, déjà, on a un certain éveil de leur part. Ils sont déjà un peu plus, ils sont aguerris, si on veut. Ils sont au taquet un peu, ils savent qu'il y a un danger, donc ils font un peu gaffe. On n'a pas du tout cela dans le livre, en fait. C'est qui va venir plutôt renforcer l'idée d'un épuisement dans le livre et d'une garde complètement baissée. À un moment donné, ils ne choisissent même plus, si on veut. Ils n'atteignent pas cet éveil, si on veut, dans le livre. Ils sont trop exténués, ils choisiront la facilité à chaque fois. Et c'est cette facilité-là qui les mène, sûrement mais doucement, à leur mort. Et on pourrait presque parler d'une allégorie de l'abattoir, si on veut. C'est-à-dire que l'échappatoire passerait par la couper clairement à travers la forêt sauvage, forêt qui les résiste, qui ne la laisse même pas couper. Il y a une scène assez drôle d'ailleurs où en fait Luc, c'est dans le livre bien sûr, se rend compte par agacement, il essaie juste d'arracher une branche en fait, mais l'arbre est trop, les branches sont trop noueuses, etc., trop dures, donc il n'arrive même pas. Donc en fait la forêt ne leur offre même pas ça, elle ne les laisse même pas passer leur nerf si on veut, elle ne leur donne même pas une branche à péter. Donc c'est vraiment une forêt qui ne pardonne plus, et pourtant pour se sortir de là il faudrait aller à contre-courant, contre cette forêt, l'affronter, et bien sûr affronter tout ce qui va avec, c'est-à-dire pas seulement les arbres, mais aussi la maison, cette maison du cauchemar, affronter à nouveau la carcasse étendus et viscérés derrière eux, affronter le corps de Hatch, tout ce qu'on veut, enfin voilà. Et ça, c'est trop dur. Donc en fait, ils vont continuer à aller doucement mais sûrement vers cette mort, en fait, qui au moins propose un chemin doux. Donc c'était ça un peu aussi l'allégorie tout à l'heure, enfin, c'était ça aussi un peu tout à l'heure, l'image comme ça de la spirale. C'est cette spirale douce vers la mort, mais au moins ça se fait sans douleur. Et il est préférable de descendre doucement la piste qui mène à la mort, plutôt que de remonter à contre-courant, se déchirer et laisser des morceaux pour sortir de là vivant. Donc, je trouve que le moment où dans le film, tout d'un coup, ils voient la piste avec les gens, les traces de pas et qu'ils disent non, on ne va pas aller par là, ça dit autre chose. Dans le livre, à un moment donné, ils ne réfléchissent plus. Ils sont absolument abrutis de fatigue et de sommeil, et c'est très bien ça. C'est très bien d'amener la chose jusqu'à là, en fait. Ça renforce un peu cette absorption faite par la forêt. Cette façon qu'ils ont de se dissoudre complètement et de disparaître dans la forêt. Que ce soit à la fois physiquement, mais aussi par leur volonté, leur individualité, même la pensée. Ils n'arrivent plus à penser à un moment. Donc on n'a pas cet abrutissement-là. On l'a pas dans le film. Et pendant qu'ils s'amusent comme ça, qu'ils essaient de trouver la voie de sortie, on va avoir des plans assez sympas, et notamment il y a un plan que j'adore, c'est-à-dire quand ils voient ça, quand ils voient la petite piste, et qu'ils se disent non, on va s'enfoncer dans la forêt, mais qu'ils s'enfoncent dans la forêt, on voit encore une fois, on a un plan fixe, rien ne bouge, on les voit qui montent, qui galèrent à escalader, et tout d'un coup, en fait, ce qu'on croyait être des branchages, tout simplement des arbres, en fait, qui se met à bouger. On se rend compte que c'est la créature, en fait. Elle se mêle tellement parfaitement dans le paysage, que même quand elle est sous nos yeux, on ne la voit pas. Donc, elle est la forêt. Donc, c'est juste qu'à un moment donné, en fait, pendant qu'ils sont en train de monter, tout d'un coup, elle se retire. En plus, on est en plein jour, donc c'est encore mieux. C'est vraiment, il y a ce côté, en fait, la terreur est là, même de jour. Donc là, on a un peu l'escalade de la terreur, en fait, qui commence même à imprégner le jour. Donc ce n'est plus seulement de la terreur de nuit, donc là on a aussi la terreur de jour, et ça rappelle un peu Paranormal Activity. Donc c'est-à-dire quand les activités commencent petit à petit à se manifester de jour, c'est que rien ne va plus. Donc voilà, on a un long moment comme ça, enfin un petit moment mais très long moment dans le livre, où ils vont tout simplement se dégrader, je dirais même se dissoudre dans la forêt. Le film n'a bien sûr pas le temps de développer cela, ils sont toujours un peu propres sur eux, tout ce qu'on veut, voilà, mais c'est vrai que à un moment ils sont sales, à un moment ils sont suants, à un moment ils puent, etc. Tout ça, voilà. On a malheureusement pas le temps de développer ça dans le film, mais je trouvais que c'était aussi très intéressant, en fait, très important. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans cet élément qu'est la forêt, ils finissent par se faire complètement avaler. Et ça aurait été visuellement parlant assez intéressant à montrer quand même. Arrive au moment où il faut une pause, et Luc en fait va laisser Phil et Dom sur la partie inférieure d'une crête, qu'ils sont en train de remonter, et lui va l'escalader pour arriver sur une sorte de colline et essayer d'avoir une vue en fait des environs. Donc là il va escalader un arbre, etc. Et il se rend compte qu'ils sont relativement proches de la lisière de la forêt, et il aperçoit même en fait en contrebas, bien sûr ça c'est dans le film, il aperçoit de la fumée, comme s'il y avait un feu de camp pas trop loin en fait. Donc c'est encore une fois les traces de vie qu'ils ont vues tout à l'heure. Donc ça bien sûr ce n'est pas dans le livre, vu que dans le livre il n'y a personne d'autre apparu dans la forêt. En tout cas, c'est ce qu'on croit. Mais à aucun moment, on a un signe comme ça d'autres gens qui soient déjà passés là ou d'autres gens qui continuent à être dans ces lieux. C'est là qu'aura lieu la deuxième attaque. C'est-à-dire au moment où Luc, donc Luc est en train d'escalader un arbre, en fait. Donc, il faut un peu revoir la position des gens. Parce qu'en fait, Dom son genou est tellement pété
qu'il n'arrive plus à marcher. Donc en fait, la petite crête, là, il la remonte, mais assis, et il se pousse par l'arrière, comme ça, il essaie d'avancer en remontant en reculons. Donc il se traîne cul par terre pour essayer de remonter la crête. Luke demande à Phil de rester avec lui, mais en fait, Phil se chie dessus lui aussi. Il a peur, et comme je disais tout à l'heure, Luke est devenu un peu la bouée de sauvetage pour eux. Donc en fait, Phil ne lâche pas Luke, et il abandonne même Dom en fait. Donc il se met sur la colline lui aussi, il regarde à contrebas, et à un moment donné, il dit juste à Luke, Dom arrive en fait, c'est bon. Il arrive, il est en train de monter. Il me semble que Dom les rejoint, mais toujours est-il que Luke va en profiter pour aller donc escalader cet arbre, essayer de voir la vue. Alors bien entendu, dans le livre, donc il n'y a pas cette fameuse scène des feux de camp qu'il croit apercevoir, mais par contre, il se rend compte que là, tout d'un coup, il voit à l'horizon que s'il s'était trompé un peu d'orientation, il s'enfonçait encore plus profondément dans la forêt. Donc là, ils étaient foutus. Donc il croit apercevoir un peu par où est la sortie. Et pendant qu'il est là-haut, perché en haut de l'arbre, c'est là que l'attaque a lieu. Dans le livre, c'est là que l'attaque a lieu. Ce n'est pas là qu'elle a lieu pour le film. Mais ça ne change pas grand-chose. Toujours est-il que quand l'attaque a lieu, tout d'un coup, il entend des cris, des hurlements, c'est Dom qui hurle. Donc il comprend que la créature a encore attaqué, a encore frappé. Donc elle a encore pris quelqu'un. Et là, en fait, Luke va hésiter. Il va hésiter à redescendre. Il va se dire, à un moment, ça va lui traverser l'esprit, il va se dire, mais attends, mais il ferme les yeux. En fait, il tient l'arbre, il est figé, il est terrifié. Et il se dit, si j'attends juste un peu, elle les prendra tous les deux et ce sera fini en fait. Au moins c'est fini, au moins le calvaire est fini. Le calvaire est fini. Lui il s'en sortira peut-être pas, mais en tout cas c'est fini. C'est fini pour les deux autres, c'est fini cette douleur, ces responsabilités, cette terreur tout le temps, cette retenue parce que depuis qu'il a pris les responsabilités des choses, c'est lui qui les guide maintenant. Donc ils sont très lents, ils marchent mais il porte Dom, il aide Dom à marcher, il attend de Phil, etc. C'est un calvaire pour lui, alors qu'il a juste une envie, c'est de déguerpir. Et limite, ça le fatigue encore plus d'être si lent. Donc à plusieurs reprises, ça lui traverse l'esprit de juste tracer sa route, en fait, et de les abandonner. Mais il ne peut pas, il n'arrive pas, il attend, et là, en fait, c'est l'occasion pour lui peut-être de les abandonner. Et au moins d'être débarrassé et de peut-être pouvoir sauver sa peau. Mais il ne le fera pas. Mais ça va lui traverser profondément l'esprit. Vraiment, il va être très tenté et finalement, non, il va descendre. Il va descendre, venir voir ce qui se passe. Et c'est pour ça que je disais, en fait, que ces tergiversations-là de Luke, c'est sans fin. Luke est toujours pris à partie. Elle montre bien qu'il est humain avant tout. Et sa bravoure, en fait, n'est pas une noblesse innée sans fondement, mais en fait, c'est un combat constant envers ses plus bas instincts. Plus tard, en fait, on verra qu'en fait, Dom, à un moment donné, va comprendre qu'il est foutu. Dom, quand même, est pas con, il va comprendre qu'il est foutu. Phil est sorti de l'équation, Dom va comprendre qu'il est foutu, et Dom va dire à Luke, mais casse-toi, c'est bon. Déjà, merci de nous avoir amenés jusqu'à là, on serait jamais allé aussi loin sans toi, Phil n'est plus là, etc. Parce que moi, en fait, barre-toi. Je vais essayer au moins de la retenir. Et il va refuser. Alors que si on regardait bien, même Phil a lâché Dom. Quand tout allait bien, quand c'était moins pire, quand Phil était encore là, quand Luke devait s'éloigner et demander à Phil de rester avec Dom, Phil préférait coller Luke en fait, parce qu'il avait peur. Donc même Phil en fait, qui est censé être l'ami, Dom et Phil étaient les plus proches. Mais là, dans la difficulté en fait, Phil n'en a plus rien à foutre, il veut sauver sa peau et du coup il colle celui qui a le plus de chances de le tirer de là. Donc il ne lâchait pas Luke en fait. Bon, finalement c'est Phil qui se fait enlever. Même pas Dom, alors que Dom est la cible la plus facile, mais la créature choisit Phil finalement. Donc quand on voit que Phil s'accrochait à Luke comme ça, de manière désespérée, en fait, ça peut s'imaginer facilement un Luke qui à un moment donné voit l'occasion d'eux et trace en fait. Ils ne peuvent pas le rattraper, il trace en fait. Et il ne le fait pas. C'est pour ça que le personnage est intéressant. Ce n'est pas un personnage fait, c'est un personnage qui se fait. Il est en évolution tout le temps, il est tout le temps en interrogation. En fait, tout ce qui se passe le déstabilise, il réfléchit et tranche. Et il a un bon fond, il est des fois tenté de sauver sa peau et c'est très bien développé. On l'a pas dans le film. Malheureusement, c'est des pensées très internes, etc. Tout ça. Et c'est peut-être pour ça aussi que le film a fait le choix de la lâcheté. On le voit ne pas aller aider ses amis. Ce qui s'est passé au début se reproduit. C'est-à-dire qu'il est figé par la peur et là, ses amis ont besoin de lui, mais la peur l'empêche d'agir. Mais bon sang, Luke, à un moment donné, il faudra bouger, tu vois. C'est un peu plus facile à traduire visuellement. Donc, il vaut mieux faire le choix de la peur et de l'homme qui perd ses moyens quand il est effrayé et qui, à un moment donné, va dépasser sa peur que de montrer visuellement l'homme qui est tenté par ses bas instincts, ici, en fait, de sauver sa peau et finalement qui revient dessus. Enfin, si on aurait peut-être pu le montrer en le montrant se barrer, courir pour sauver sa peau, justement, et s'arrêter, hésiter, piétiner sur place et se dire, putain de merde, et il revient en arrière. Voilà, finalement, en fait, on aurait pu le montrer. Mais voilà, ce n'est pas le choix qui a été fait par le film. Le film a fait le choix de la peur à surmonter. Le livre, c'est la survie. C'est la survie d'une amitié, c'est la survie des hommes. Et du coup, forcément, dans le film, la scène ne se passe pas de la même façon. Donc, les cris et autres, et Luke qui hésite en haut de l'arbre, c'est autre chose. C'est plutôt Luke qui descend, qui arrive, et qui voit que Phil et Dom, en fait, il les appelle, ils ne répondent pas, et donc il vient les voir, et il voit Phil qui est en train de chercher quelque chose avec sa lampe torche, comme ça, tranquille, comme si de rien n'était, en mode. Et là, Phil le voit, il lui fait, on a cru entendre quelque chose. Et c'est à ce moment-là, en fait, que, sans s'en rendre compte, en fait, la créature était juste derrière Phil. Encore une fois, elle était masquée, en fait, par le paysage, donc là, elle était vraiment juste derrière un arbre, mais il ne l'a pas vu. Et en fait, elle tend ses bras, elle saisit Phil et elle l'enlève. Donc là, autant dire que c'est la panique à bord, et Luke est témoin de cette scène.
Donc il panique, il court, il essaie de se cacher, il va trouver Dom. Il va trouver Dom en essayant de se planquer en fait en appelant Dom. Donc bon, Phil est out, hein. Il cherche Dom, il ne le trouve pas, il hurle, etc. Et à un moment donné avec sa lampe, il essaie de trouver une cachette et c'est là qu'il tombe sur le visage de Dom qui était même pas à 5 mètres de lui mais qui n'osait pas faire un bruit, qui n'osait pas répondre. Donc là dans cette terreur, pareil, tout le monde ferme sa gueule et c'est littéralement chacun pour soi à un moment. Et donc, il rejoint Dom là, et c'est là qu'il se pose, et c'est là qu'ils ont ce moment, qui est donc sur la fameuse colline avec Dom, où en fait, Dom propose à Luke, barre-toi, sauve ta peau. C'est là qu'ils ont un peu l'équivalent de ce moment-là. Et que Luke dit à Dom, non, en fait, je suis désolé, mais non, je ne laisserai pas mon ami se faire bouffer par cette bête sans avoir essayé de l'aider, quoi, et qu'il refuse. Là, on a la même chose, c'est pas raconté de la même façon, mais en fait, Dom panique, et Luke, pour le rassurer, lui dit, écoute-moi, Dom, on va s'en sortir, je ne vais pas te lâcher. C'est pas la même chose, mais c'est l'équivalent de la scène. En un peu moins bien. J'ai vraiment préféré celle du livre. En fait, Dom semble passer par un moment de lucidité, un moment de maturité presque, où il devient le père, il devient le daron. Et il parle très calmement à Luke, en fait. Il lui dit, écoute, je sais ce que tu veux faire, je comprends ce que tu sais de faire, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien, voilà. En fait, il ne lui dit pas ça, comme on peut dire des fois, mais non, mais laisse, je vais payer. Mais qu'on ne le pense pas vraiment non, il prend les choses en main. Il lui dit pas juste, mais non, mais taille-toi, c'est bon, vas-y, taille-toi. Et lui, tu fais, mais non, je vais rester. Mais si, vas-y, non, mais t'es sûr. Voilà, c'est pas comme ça, c'est vraiment, il a décidé. Il a décidé qu'il allait rester et que Luke, casse-toi. Et c'est très bien dit. Et Luke, éclate en sanglots, refuse, et Dom est dégoûté que ça n'ait pas marché, parce que même Luke te prenait sur lui, justement, pour faire ce beau discours-là, ça veut dire quand même, derrière le discours, ça veut dire je vais crever, en fait. Vas-y, abandonne-moi, c'est fini, je sais que je vais crever. En tout cas, je me sacrifie. Donc c'est pas un discours qu'on fait à la légère non plus, donc en fait, ça lui demande beaucoup. Et quand il voit que ça ne marche pas, il craque lui aussi, et se met lui aussi à sangloter, donc ils ont un moment très touchant. Ils ont un moment très touchant comme ça de réconciliation. Et ils vont un peu mettre les choses à terre, en fait. Ils vont un peu mettre les choses à terre et sur cette animosité qu'il y avait entre eux. Et Dom va un peu dire, entre autres, qu'effectivement, il y avait peut-être un peu pas de jalousie, mais forcément, t'es différent, Luc, t'es différent. Toi, t'as choisi de prendre des risques, etc. Nous, on s'est un peu tassé, on a fait le choix de la sécurité. Quoi qu'ils étaient dans l'immobilier, les mecs, je sais pas en quoi. Bon, bref. Qu'ils avaient fait le choix de la sécurité, etc. Qu'ils sont revenus vers un chez eux, à continuer, en fait, dans cette jungle qu'est la ville. Prendre des risques, à essayer d'eux, même si ça ne marchait pas. Et ils ont toute une discussion comme ça sur qu'est-ce que c'est que d'être heureux, qu'est-ce que c'est que d'être des amis, qu'est-ce que c'est que d'être, de faire face à des responsabilités. C'est la première fois qu'ils parlent, en fait. Depuis peut-être l'université, quoi. Et ils se parlent vraiment. Ils ont ces discussions comme ça, en fait, tous deux en haut d'une colline, en sachant très bien qu'ils vont peut-être mourir d'un moment à l'autre. Et là, on va dire que jusque-là, en fait, Luke a été épargné. Luke n'est pas blessé, en fait. Tout le monde était blessé, tout le monde était KO, enfin, Phil et Dom, en tout cas, vers la fin. Mais Luke, jusque-là, est entier. Et c'est là qu'il va se passer une scène, au moins, qui va amocher Luke, un peu. Parce que il s'en sort un peu trop bien, quand même, hein, pour quelqu'un de pourchassé par Predator dans les bois, enfin, quand même. À un moment donné, voilà. Le film, bien sûr, ne fait pas ce choix. Encore une fois, le film coupe pas mal de scènes. Ça change pas grand-chose, hein, de ne pas avoir mis cette scène, mais je trouve que ça rajoute un peu de matière à l'histoire, parce que dans la mesure où la blessure que Luke va avoir là, maintenant, dans cette scène, ça sera une blessure à la tête, et derrière, il va y avoir pas mal d'hallucinations, pas mal de visions, et on peut les mettre, justement, sur cette tête amochée ou pas. Donc, encore une fois, pour en mettre un peu d'ambiguïté, justement, dans ce qui va être décrit par la suite, dans les rêves, dans les visions, etc. Donc, le Luke du film n'est pas concerné par cela, c'est seulement le Luke du livre, car dans cette nuit, en fait, où ils essaient de faire le guet, en fait, toute la nuit. Donc, il y en a un qui dort pendant que l'autre fait le guet, etc. En haut de la colline, l'idée étant de surveiller les alentours. Et à un moment donné, ils entendent un bruit. Luke entend le bruit, je crois. C'est lui qui l'entend. Non, Dom est réveillé? Je sais plus. Je crois que Dom dort. Dom est KO, Dom dort, en fait. Et Luke entend le bruit. Il se lève, il a son petit couteau. Il y va pour, donc, du côté d'où est venu le bruit, en fait, prêt à se battre, en fait. Et là, tout d'un coup, il réfléchit et il se rend compte que depuis le début, la créature a toujours rusé. Il réalise cela et il se dit, elle est derrière. Elle est forcément derrière, en fait, c'est lui qu'elle veut, c'est Dom, c'est pas moi, en fait. Elle voulait m'éloigner, elle veut Dom. Et là, il se précipite, il arrive derrière, en fait. Il me semble que Dom est réveillé, du coup, il arrive en courant, et en fait, il voit une forme derrière Dom, une forme sombre qui, en le voyant venir, s'efface. Et là, en fait, Dom est en panique. Qu'est-ce qu'il y a, quoi? Et Luke lui explique, putain, elle était derrière toi, elle a voulu m'éloigner, elle est revenue, etc. Donc, ça rajoute encore une fois cette intelligence un peu primaire, hein, on est d'accord. Mais cette intelligence, quand même, de la créature, et ce côté malicieux, en fait, qui la rend encore plus terrifiante. Donc là, ils sont en panique, ce qui ne va pas les empêcher, encore une fois, ce qui ne va pas empêcher Dom, en tout cas, de s'endormir à nouveau. Et dans la nuit, il me semble que, donc, c'est une nuit qui n'en finit pas, hein. Dans cette nuit, il me semble que Luke semble apercevoir à nouveau la forme de la créature, et là, cette fois-ci, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un caillou qu'il lui balance. Et apparemment, il fait mouche. Il fait mouche parce que la créature le prend très mal. Elle hurle, en fait, de douleur, et elle renvoie, elle aussi, un caillou. Bon, sauf que, par contre, voilà, proportionnellement parlant, c'est pas un caillou, là, c'est un rocher, tu vois. Donc, il balance ça à la gueule de Luke, qui, en fait, KO. Elle lui fracasse littéralement le crâne, en fait. Et là, il tombe dans les pommes. Et quand il va se réveiller, bien plus tard, c'est Dom, en fait, qui est en train de s'occuper de lui, qui a essayé de lui faire un bandeau sur la tête, mais il a le crâne ouvert. Il est vivant, mais il croit qu'il n'en a pas pour longtemps, etc. Donc, en plus, ça rajoute une
pression, une tension, une panique en fait par rapport à combien de temps il en a encore pour avoir, voilà, là il a le sang qui s'accumule dans la tête, etc. Voilà, donc c'est un peu gore, c'est un moment un peu gore. Et cette blessure, je trouve que cette blessure est cohérente. Elle construit quelque chose en tout cas pour la suite. Elle construit quelque chose pour la suite. Elle rajoute quelque chose en tout cas. Même si on ne comprend pas pourquoi la créature se barre quand il revient en arrière et qu'il y a Dom. Ce n'est quand même pas son petit couteau qui lui a fait peur. Donc on ne sait pas. Je sais pas pourquoi elle se cache en fait. Là maintenant qu'ils sont en plein dans son territoire, pourquoi elle continue à se retirer, à se cacher. Je n'ai pas pu me l'expliquer. Il n'y a aucune raison, mais pour qu'elle ne se dévoile pas en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ok, peut-être qu'elle a des a priori sur les armes, les hommes, etc. Mais je ne pense pas. Je suis même pas sûr en fait. D'autant plus que vers la fin, enfin, on n'est pas encore à la fin, mais je ne comprends pas pourquoi elle prend autant de précautions. On a 2 hommes, dont un blessé, l'autre affamé. Enfin, ils sont KO, ils sont par terre, et pourtant, elle essaie de les avoir un par un. Donc, encore une fois, hein, c'était justifié d'un prédateur qui a sa façon, c'est son honneur qu'il demande. Mais là, pour la créature, je n'ai pas compris le jeu de cache-cache, le jeu du chat et de la souris. On peut se dire que c'est par plaisir, justement par jeu, mais... Et surtout que là, quand elle s'est pris le coup de caillou, donc là, elle est clairement en colère, elle renvoie un caillou qui met KO Luc, donc maintenant, il y a Luc qui est KO, et il y a Dom là, qui n'a plus de genoux, qui est par terre aussi, sous la tente. Donc là, en fait, qu'est-ce qui l'empêche d'assouvir sa colère, en fait? Là, elle a été blessée. Non, elle se retire. Elle balance son caillou, elle se retire. Donc voilà, il y a cette petite inconsistance auprès de la créature. Il aurait fallu un peu mieux justifier cela. Même si je crois comprendre pourquoi elle épargne Luc. Mais ça, c'est après. C'est pas là. Là, elle a aucune raison de l'épargner, en fait. Mais après, oui. Dans le film, on comprendra que oui, elle avait une raison d'épargner Luc, on le comprendra, il le consolide un peu plus. Là, dans le livre, elle n'a aucune raison de l'épargner là. Là, maintenant qu'elle vient de le blesser, maintenant qu'il vient de la blesser, en tout cas, elle n'a aucune raison d'être patiente. Bon, en tout cas, l'histoire continue. Donc la suite, c'est toujours maintenant ce couple de gens amochés qui essaient de survivre. Donc Luc et Dom, ça va aller assez vite là. Maintenant c'est la course-poursuite, il court, il retombe sur le fameux chemin qui était illuminé par des sortes de feux de camp, donc il tombe sur ce chemin malgré eux, donc c'est ce qu'il voulait éviter en fait. Mais finalement dans cette course-poursuite, ils courent, ils sont en panique, ils courent, ils tombent sur le cadavre de Phil, avec les mêmes rituels, hein, toujours écartelé, enfoncé sur un arbre, sur une branche, et ils courent, ils n'ont pas le temps de calculer, ils courent, parce que là maintenant c'est la course-poursuite en fait, c'est la scène finale presque, c'est un sorte de climax on va dire, c'est un sorte de climax dans l'histoire, où ils vont courir, se mettre à l'abri. C'est preuve d'une vie dans la forêt qu'ils ont voulu éviter jusqu'à là, mais maintenant qu'ils ont la créature aux trousses, il y a plus le choix, donc ils foncent vers ce chemin qui est illuminé, et au bout du chemin il y a une cabane, ils foncent vers cette cabane. Donc quand ils voient Phil, ils le calculent pas parce qu'ils veulent sauver leur peau, mais je crois qu'ils hurlent quand même, ils hurlent tous, ils sont là, oh mon dieu, Phil, mais on s'en fout en fait de Phil en vrai, hein, c'est un personnage comme j'avais dit qui était un peu en trop dans l'histoire, hein, mais on lui a pas trouvé un bon rôle à Phil dans le film, il faisait un peu doublon avec Dom. Dans le livre, cette scène, ça n'arrive pas comme ça. Dans le livre, il y a jamais il y a pas de course-poursuite comme ça. On peut en parler peut-être vers la fin. Enfin, on pourrait dire peut-être que vers la fin, il y a quelque chose de nouveau, mais à cette étape des choses, ils sont tellement crevés, de toute façon. Comme je disais, en fait, la forêt les absorbe de plus en plus, en fait. Leur force, leur désir, leur volonté, même l'instinct de survie, finalement. À un moment, ils sont tellement crevés qu'ils marchent à l'aveugle. Donc, ils marchent, ils s'arrêtent. Donc voilà, maintenant, en fait, Luc, en fait, est remis au même état, si on veut, que Dom. C'est-à-dire qu'il est KO. Il a pris ce coup sur la tête, donc lui aussi maintenant a une sorte de béquille et il traîne. En fait, c'est vraiment 2 boiteux qui essaient d'avancer dans la forêt en faisant 5 pas, puis en s'arrêtant, puis en refaisant 5 pas, puis en s'arrêtant. Donc c'est pas mal en plus, hein, ça, d'avoir enfin calmé un peu Luc, cette énergie du Luc un peu. C'est pas plus mal. Donc ils avancent, ils machin, etc. Mais ils n'arrivent même plus à se parler. À un moment, ils ont tellement soif, ils sont tellement affamés, ils ont tellement la gorge sèche, rauque, ils sont tellement fatigués, crevés, qu'ils ne parlent même plus. Ils se font des petits signes juste. Ils poussent un peu, ils s'arrêtent, ils se comprennent, mais ça passe pas par la parole, ça passe par les signes, ça passe par les gestes, etc. On fait une pause, on avance encore un peu, on fait une pause, voilà, c'est un peu ça l'idée. Et à un moment donné, en fait, ce n'est pas clairement dit, mais à un moment donné, il faut une pause, et Luc, en fait, tout d'un coup, a l'impression que Dom glisse ou qu'il s'agite un peu. Mais sans plus. Il n'a même pas la force de se retourner pour voir, en fait. C'est dire à quel point il est en sale état. Il continue à avancer, et plus tard, en fait, Dom le rattrape. Mais Dom pue la mort, en fait. Dom pue, mais... comme si c'était pas pue la forêt en fait. Dom pue la forêt. En sorte de concentrer des odeurs de la forêt. Et à ce moment-là, il me semble comprendre en fait que Dom, au moment où il a senti Dom s'agiter, Dom venait de se faire enlever en fait. Dom venait de se faire enlever par la créature. Et là, elle revient et en fait, elle marche à côté de Luc, hésitant à le prendre ou à pas le prendre. Et elle ne le prend pas. Et l'explication que je me suis donnée là, mais ça ne vaut qu'à partir de ce moment-là. C'est-à-dire que Luc est tellement crevé qu'il rampe en fait. Il rampe. À ce moment-là, Luc, je crois, en est à ramper par terre. Et donc, en rampant par terre, il est presque dans une posture de prosternation devant la créature. Donc, peut-être qu'elle est revenue pour le prendre, mais une fois que là, maintenant, il est à genoux, elle a un disciple. Donc, peut-être que c'est ça qu'elle laisse passer. Même si, à aucun moment dans la suite, on ne comprend que la créature cherche à avoir des disciples. Mais ça peut l'expliquer. Ça peut expliquer pourquoi elle ne bute pas Luc.
à ce moment-là. Et ça peut aussi expliquer d'où vient cette inspiration pour le film. Parce que ça va être ça, la piste privilégiée par le film. C'est-à-dire qu'elle cherche les disciples. Elle refournit son stock de disciples. Et bien sûr, elle ne prend pas n'importe qui. Les disciples sont élus, on va dire, sur la base de la douleur. On reviendra là-dessus plus tard. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'impression que l'idée du film, de faire en sorte que la créature, ce qu'elle veut à un moment donné, donc dans le groupe des 4, là, elle choisit Luke, mais parce qu'elle se dit que Luke est un bon candidat pour être un prochain disciple, vient de là. Elle vient de cette scène-là dans le livre où Luke n'est pas tué, mais il n'est pas tué en même temps parce qu'il rampe aussi à ce moment-là. Donc je ne dirais pas que la créature a eu pitié ou qu'elle s'est lassée de son jeu, mais qu'elle a vu potentiellement un fidèle. Et c'est vrai que la créature a été vénérée avant et vénérée par des hommes. Donc ça veut dire qu'elle ne tuait pas tous les hommes non plus. Il n'y avait pas que des hommes, bien sûr, mais on verra ça après. Mais il y avait des hommes, elle ne les tuait pas. Donc peut-être qu'elle a vu à travers Luke à ce moment-là un disciple. Et clairement, en tout cas, je pense que l'idée du film vient de là. L'idée du film de créer cette piste du disciple, même si elle ne sera pas plus développée que ça dans le livre, vient de là. Donc cette cabane en tout cas, donc la cabane, c'est l'ouverture du 2e chapitre dans cette histoire. Ils n'arrivent pas de la même façon dans la cabane. Dans le film, ils arrivent en courant, en panique, ils passent devant le cadavre de Phil, ils hurlent mais ils continuent à courir. C'est sauf qu'il peut en fait, sauf qu'il peut, la créature elle arrive par derrière, tous les arbres se cassent la gueule, tout bouge. La forêt est quasiment vivante à leur trousse. Et elle s'agite, ça hurle de partout. Tout d'un coup en fait, la créature a décidé qu'elle arrête de jouer quoi. C'est maintenant ou jamais. Donc là maintenant elle est déchaînée. Pourquoi elle le faisait pas avant? J'en sais rien. Mais voilà, elle arrive à toute trombe quoi. Et maintenant elle a décidé, c'est fini, elle ne joue plus, elle ne les prend plus un par un. Là maintenant ça va être leur fête quoi. Ça va être leur fête. Et mais ils arrivent quand même à arriver à la cabane qui comme je disais en fait va être l'ouverture du chapitre 2 parce que dans cette cabane ils arrivent, ils entrent en fait, ils s'écroulent par terre, ils referment la porte et bien sûr ils trouvent des gens dans la cabane, des gens très louches, notamment une vieille dame, et il y a un homme à côté qui se lève, qui arrive vers eux, donne un coup de botte, assomme Luke et apparemment assomme aussi Dom. Voilà l'entrée en scène. Dans le livre, ça ne va pas se passer exactement de la même façon, vu que, comme je l'ai dit, en fait, il n'y a plus cette force physique de toute façon pour faire une course-poursuite, pour faire un semi-climax d'interlude, si on veut. Donc, on n'a pas ça. À la place, à un moment, ils vont passer quand Dom est encore avec Luke, ils vont passer devant le cadavre de Phil, mais ils sont tellement crevés qu'ils en ont plus rien à foutre, quoi. Donc, ils continuent à traîner, à essayer d'avancer comme ils peuvent. La créature arrive à un moment donné, enlève Dom, revient pour Luke, mais finalement traîne autour de lui, et Luke croit que c'est Dom qui pue à côté, alors que non, c'est l'odeur de la créature, en fait. Il continue à avancer un peu à l'aveugle, comme ça, en se traînant, etc. La créature l'épargne, et là, en fait, il va tomber dans les pommes, et des gens vont le trouver. Donc, ces gens qui vont le ramener dans la cabane ne seront pas exactement les mêmes que ceux sur lesquels il tombe dans le film. Et c'est là, en fait, que le livre et le film s'éloignent. On a deux fins absolument différentes. Même si elles semblent se ressembler. Mais fondamentalement, ça change tout le sens, en fait. Déjà, le sens de la créature, le sens de cette course-poursuite, etc. Donc voilà, tout est clarifié ici dans la deuxième partie. Et on va voir le choix fait par le film, et à la lumière de ce choix, observer, en fait, l'histoire originale telle qu'elle est racontée dans le livre. Tout simplement parce qu'en fait, le film est moins surprenant. Le film est assez logique, assez cohérent dans sa suite. Il est plus continu, il y a plus de continuité. Le livre fait vraiment une coupure à ce moment-là. On rentre dans un autre délire, enfin là, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est vraiment autre chose. Donc c'est beaucoup plus choquant, c'est beaucoup plus appréciable, car beaucoup plus surprenant en fait. Si on commence d'abord par voir ce que le film en a fait, donc le film comme j'ai dit qui est dans la continuité, donc c'est surprenant un peu, mais pas trop. C'est quand même dans la continuité, on peut comprendre, on peut dire ok d'accord, ça continue comme ça, je vois d'où viennent ces gens. Et voir en fait que non, le livre lui a préféré prendre des risques et on part vraiment dans autre chose, mais je trouve ça bien mieux fait. Voilà. Dans ce deuxième chapitre du film, on va faire la connaissance des pèlerins. En tout cas, ils ressemblent à des pèlerins, mais on pourrait les appeler les adeptes. En gros, Luke et Dom vont se réveiller, ils vont se retrouver dans une sorte de sous-sol. Ils sont donc dans la cabane qu'on a vue au début, mais ils sont maintenant attachés dans un sous-sol. La vieille femme qu'ils ont vue en entrant va arriver à la rencontre. Donc, on est en plein jour, il fait jour. On le voit à travers, donc c'est du bois, c'est une cabane en bois avec des rondins de bois, donc voilà, on a des embrasures un peu, des ouvertures, des fentes, on peut voir qu'il fait jour. Il y a une femme qui rentre, avec donc des adeptes qui la suivent aussi. Elle s'approche de Luke, elle va venir voir Luke, elle va l'observer et elle va surtout regarder les perforations qu'il avait sur le torse. Donc on se rappelle de ces perforations-là suite à la première nuit dans la cabane. Donc quand ils se sont réveillés tous en faisant des cauchemars, que Luke a fait son somnambule et qu'en fait il s'est retrouvé dehors et en fait la créature venait de le marquer. Donc la vieille va lui montrer qu'elle porte elle aussi la même marque en fait. Donc on comprend que Luke va avoir un traitement spécial. Elle se tourne vers Dom, elle vient l'observer et Dom lui n'est pas perforé. Donc on se rend compte que Dom va avoir un traitement encore plus spécial. Donc ce qu'ils font, c'est qu'elle fait un signe. Donc je crois qu'elle donne à boire à Luke. Donc voilà, parce que Luke est spécial. Mais elle ne donne pas à boire à Dom. Parce que Dom va être encore plus spécial. Donc, ce qu'ils vont faire à Dom, c'est qu'elle va faire signe aux autres dans une langue étrangère. Ils vont choper Dom. Ils vont le détacher. Il va commencer à hurler, à paniquer parce qu'il va comprendre que là, ce qu'il attend, c'est pas, voilà. Il est pas con. Ils vont commencer à le traîner un peu. Donc, pour l'amadouer un peu, pour un peu le calmer, parce qu'il s'agite un peu trop, ils lui mettent un coup de massue sur la gueule.
il l'assomme à moitié. Comme ça, il est un peu plus docile. Et là, il le traîne en hauteur. Et pendant que Luke proteste tout ça, mais bon, personne n'écoute Luke, on l'amène dans le grenier. Et là-bas, on entend hurler, mais de peur, de terreur, en fait. Parce qu'il voit une scène, apparemment, qu'on ne s'explique pas. Qui ne s'explique pas. Ça y est. Là, on l'a plongé dans les tréfonds de la terreur. Mais on nous montre pas ce que c'est. Parce qu'en plus, c'est drôle après, il redescend, on le réattache, il n'en parle même pas à Luke. Il parle pas de la scène. Donc on ne sait pas. C'est pour un peu mieux préparer un sorte de jumpscare qui arrive après. Parce que nous aussi, on va être surpris de ce qu'on va voir là-haut. Donc moi, je vais le dire tout de suite, ce qui nous attend là-haut, en fait, pour faire simple, ce qu'il a trouvé là-haut, c'est des corps momifiés, en fait. C'est des corps momifiés, mais encore vivants. Dans le grenier, c'est là-bas qu'on conserve en fait les anciens adeptes, les anciens pèlerins, qui ont gagné une sorte d'immortalité comme ça, comme sorte de récompense à s'être dévoués à la créature. Et nous, on les verra plus tard. Donc ces créatures, c'est les humains, c'est ce que deviennent les adeptes de la créature. Tels que ceux qu'on a là encore dans la cabane, mais qui ne sont pas encore assez vieux ou assez dégradés pour finir là-haut. Mais voilà la récompense qui les attend, une sorte d'éternité, une sorte de vie éternelle. Donc Dom, quand il voit ça, effectivement, évidemment que c'est flippant, donc il hurle, et je ne comprends même pas d'ailleurs pourquoi Dom est présenté aux anciennes momies. Enfin, voilà. Bon, ça rentre dans le cadre du rituel, pourquoi pas. Donc avant de sacrifier de nouvelles victimes, on les présente aux anciens pèlerins. Donc les anciens pèlerins font des bruits, donc ils s'agitent, on les entend murmurer, faire des bruits qu'on ne comprend pas, donc ils doivent parler dans leur langue. Donc une façon comme ça de préparer la victime. Dom est ensuite redescendu, rattaché, le temps de préparer le rituel, etc. Donc préparer une croix sur laquelle on va l'attacher, tout ça pour le sacrifier à la bête, à la créature. Ces préparatifs, on les voit justement à travers les embrasures comme ça qu'il y a dans la cave, on voit un peu qu'ils s'affairent à couper du bois, essayer de monter une sorte de croix. Et pourtant, malgré cela, on a quand même une jeune fille qui intervient dans cette histoire à ce moment-là, quand Dom est là-haut en train de se faire en train de flipper là devant les vieilles momies. On a une jeune blonde qui rentre, trouver Luke, et qui comme par hasard parle anglais, et qui lui explique que les préparatifs sont en cours, blablabla. Donc en fait, cette jeune fille va juste nous servir, donc c'est une des plus jeunes, d'ailleurs je me dis c'est même la plus jeune en fait, adepte dans cette congrégation, parce que tous les autres sont un peu, ont au moins la soixantaine passée. Donc elle est là en fait pour nous expliquer le film, le scénario un peu. Donc c'est un peu con, parce que c'est vrai que cette partie normalement on n'est pas censé comprendre. Les adeptes, les pèlerins, parlent dans leur langue, donc on ne comprend pas, Luke ne comprend pas, donc elle est là pour traduire, parce qu'elle parle un peu anglais, mais elle ne sert à rien. Tout ce qu'elle nous explique, on le voit, on n'est pas con en fait, mais bon, c'est un classique, de toute façon, maintenant dans les films, faut tout comprendre, donc s'il y a besoin, il y a un personnage qui va être là, qui va nous tenir la main pour nous expliquer que là, ce qu'ils sont en train de faire, mais on n'est pas con en fait, franchement, toujours est-il donc qu'elle va s'éclipser ensuite, et c'est là qu'ils vont descendre Dom, et Dom en fait, donc Dom ne va pas parler de la scène à Luke. Il ne lui dira pas là-haut j'ai vu des momies encore vivantes. Ce n'est pas du tout ce dont il veut parler. Il va dire en fait qu'il va mourir, qu'il le sait, maintenant qu'il sait qu'il va mourir, et qu'il veut que Luke, en partant d'ici, que Luke brûle tout. Il faut que Luke efface ce coin du visage de la terre. Et Luke lui fait mais non tu vas pas crever, mais non mais. Et Dom lui fait non, j'ai même rêvé de ce moment. C'est en fait c'était ça son rêve. C'était apparemment ça son rêve. Il avait rêvé de cela dans la cabane quand il était en train de hurler, d'appeler sa femme comme un fou là. C'était ça. Il était en train de rêver de sa mort. Il avait rêvé qu'il allait être sacrifié à la créature. Donc ce qui est un fragment d'ailleurs du rêve de Hatch dans le livre, c'est-à-dire qu'il a rêvé justement être offert en pâture à la créature. Donc apparemment, Dom a fait ce rêve, donc il a eu apparemment une sorte de prédiction, et qui va se concrétiser. Donc le seul rêve finalement qu'on n'aura pas vu, c'est le rêve de Phil, il me semble. Mais bon, on comprend pas ce que ça a pu être comme rêve, vu qu'on l'a vu prier devant la statue justement sculptée dans la première cabane. Donc il a dû se rêver pèlerin. Mais sauf qu'apparemment non, il n'a pas été choisi. Bon. Donc à un moment donné, ils finissent les préparatifs et Dom est amené à l'extérieur de la cabane. Donc on l'amène devant un poteau en bois sur lequel on va le lier en fait. On va l'attacher les mains derrière le dos et on attend. On attend, le jour passe, la nuit tombe et c'est quand la nuit tombe qu'on entend un rugissement dans la forêt. Voilà, c'est tout con, mais je trouvais qu'on reculait en fait. On reculait parce que la créature, elle était arrivée elle était chez elle. Elle ne se manifeste pas que la nuit. Elle sort en fait. Elle n'a plus rien à cacher. Et on a vu justement se manifester de jour, tout cela. Et là, on retombe dans la nuit. Donc la créature qui attend la nuit pour se montrer, pour que ce soit un peu plus flippant. J'ai trouvé qu'on reculait un peu. C'était pas justifié. Ça aurait pu être pas mal d'avoir la créature de jour. Bon après, peut-être elle aurait été dégueulasse vu qu'elle est en 3D, mais tu fais une belle marionnette, ça marche. Regarde Predator de jour, il fait flipper quand même. Donc bon bref, toujours est-il que ça se passe la nuit et la créature. Donc on entend rugir dans la forêt, Dom sait que ça y est là, elle arrive, Luke jette un coup d'œil à la scène à travers justement dans les embrasures comme ça qu'il y a dans la cave. Tous les autres fidèles qui étaient autour de Dom se prosternent, tous, la fille est avec eux, je crois, la vieille aussi, peu importe. Ils sont tous là, ils se prosternent tous. Et en fait, de la forêt, ce qui sort, ce n'est pas la créature. Il y a que Dom qui a les yeux ouverts pour voir ce qui vient à lui. Et ce qu'il voit, en fait, ce n'est pas la créature, c'est sa femme. Il voit sa femme qui sort des bois. Et il l'appelle, donc c'est comme ça qu'on comprend que c'est sa femme, en fait. Il l'appelle, il comprend pas, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Et c'est vrai, ça, qu'est-ce qu'elle fout là? Donc elle vient à lui, elle le prend dans ses bras, comme ça. En fait, elle le prend par les joues. Voilà, elle met ses mains autour des joues, un peu de manière aimante, un peu de manière attendrissante.
Et tout d'un coup, elle a ce reflet dans les yeux qu'on a vu, en fait, dans les cauchemars de Luc. Et on sait que ses yeux, ce sont les yeux de la créature. Donc en fait, c'est la créature qui a projeté chez Dom cette vision douce. Toujours est-il que tout d'un coup, elle se dévoile à lui, mais c'est trop tard, bien sûr. Enfin, lui, il commence à hurler, mais en fait, elle le soulève. Comme ça, en tenant par les joues, elle le soulève, et bien sûr, elle va l'empaler sur un des arbres. Et d'ailleurs, on a vu, que tous les arbres autour, comme ça, de la cabane, on a des squelettes comme ça, justement, empalés sur des branches. Donc ça veut dire que voilà, c'est des squelettes qui datent, justement, des tout premiers rituels, en fait. Donc on les laisse pourrir là, on les laisse sécher là, et on ne les décroche surtout pas. Donc c'est le destin de Dom. Dom, donc, va se retrouver empalé, et il meurt comme ça. C'est la fin de Dom. Et bien sûr, Luc est désespéré, enfin, son dernier ami est mort. Alors, juste un petit aparté là-dessus, en fait, ça aurait été bien que la créature ne provoque pas ce genre de souvenir-là, en fait. Là, la créature a provoqué un souvenir doux, doucereux. Et on comprendra plus tard, par rapport aux intérêts de la créature, par rapport à ses disciples, par rapport à son attachement à la douleur et tout cela, elle ne devrait pas provoquer ces images-là, mais plutôt, en fait, elle devrait faire remonter à la surface des culpas de peur, et de peine, des traumatismes, en fait, des traumas plutôt, voilà. C'est ce qui devrait remonter à la surface, en fait, en sa présence. Parce que c'est ça qui l'intéresse en plus. Et c'est ça qu'elle crée. C'est ça qui apparaît. Quand elle arrive avec ça. Elle arrive avec ces cauchemars et autres, en fait, qui sont enfouis en nous et qui ressortent. Et ça va très bien, en fait, avec le sujet en plus, le sujet du livre. Entre les non-dits et tout cela. Et d'ailleurs, sur la colline, quand Dom et Luc sont les derniers restants, ils en parlent d'ailleurs. Et Dom lui demande, mais est-ce que tu crois qu'il y a des gens heureux? Parce qu'il dit à Luc, mais ta colère vient en partie du fait que tu crois, en fait, que t'as été laissé sur le bord et que tout le monde, en fait, est en train de filer sa vie. Que nous, en tout cas, tu nous vois de loin, t'as l'impression qu'on a tout, etc. Donc, à la fois, tu détestes ce qu'on a et tu dis qu'on a que de la merde, de toute façon, mais en même temps, tu jalouses cela. Il le dit pas comme ça, mais on comprend, c'est un peu le mal de Luc. Dom lui fait, mais on est tous brisés, en fait. On est tous brisés au fond. Mais on recolle les morceaux comme on peut et on avance. Et quand on n'arrive pas à les recoller, on les fout sous le tapis et puis voilà, ça fait une bosse, mais voilà, on avance, en fait. Ça va très bien avec le thème ici de cette créature, de cette forêt obscure qui ne pardonne pas et qui est une sorte de thérapie de choc, qui fait remonter les choses et putain, on va en parler, quoi. On va régler les choses, en fait. Il y aura pas d'entre-deux, il y aura pas de faux semblants. C'est une mise à nu brutale, qui passe par la mort parfois apparemment. C'est pour ça que je trouve que il aurait été bien que la créature soit justement vue comme ce choc thérapeutique, en fait, brutal, qui fait ressortir les choses, mais à un prix. Là, apparemment au prix d'une vie des fois, et pour d'autres au prix de la liberté, en fait. Je trouvais qu'il y avait quelque chose à creuser là-dedans. Ce n'est pas juste une créature qui fait c'est pas juste une créature qui bute comme ça à tout va, ou qui machin, ou qui cherche juste des disciples, mais même sa façon d'avoir ses disciples fait sens, en fait, avec cette approche de la peur, du trauma, finalement, qu'on confierait presque à cette créature en échange au moins de la fin de la douleur. On n'en veut plus de cette douleur, donc on compromet. Plutôt que de la résoudre, plutôt que de résoudre les choses, on compromet, et puis voilà. Il y avait toutes ces discussions-là, enfin, il y avait tous ces termes-là, en fait, qui étaient soulevés par la présence de cette créature, et par le dynamisme dont j'avais parlé, justement, de cette amitié, qui est mise à l'épreuve par la présence, par l'arrivée de cette créature, justement. Donc ça faisait sens. Donc ça aurait été plus intéressant que chez Dom, ça ne soit pas cette vision de sa femme, en tout cas doucereuse et sympathique, qui soit la dernière vision. Je trouve que ça aurait été mieux que la créature, en fait, non, qu'elle fasse ressortir autre chose. Et que face à cette autre chose, que Dom dise, non, ça suffit, arrêtez, en fait. Faites tout pour que ça cesse. Et que, pour que ça cesse, ça passe par la mort, quoi, tu vois. Je trouvais que ça marche mieux avec la créature. Vu qu'en plus dans le livre, sa femme, en réalité, c'est elle la folle, je sais plus. Il y a une des femmes qui rend très malheureux. Donc, non, je crois que c'est la femme de Phil qui est la tarée, en fait, qui est après l'argent, qui est Phil, en fait. Et sa femme, à lui, Adam, est très malade, il n'a plus de boulot, elle est très malade, et elle aurait pu apparaître là et le faire culpabiliser par rapport à ça. Il dit, tu ne t'es pas occupé de nous, tu nous as laissé tomber. En plus, maintenant, t'es parti crever dans la forêt comme une pauvre merde, là. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir avec les gosses? Qu'est-ce qu'on va faire? Et que là, il craque, en fait. Donc, on n'a pas ça. Bref. Donc, on a une dernière vision sympathique pour Dom avant qu'il ne meure. Et Luc, en fait, est tellement désespéré que c'est là qu'il arrive à se libérer. Il se pète un pouce, je crois, pour arriver à se défaire les liens. Mais c'est à ce moment-là que je crois que la blonde revient, la jeune fille blonde revient. Et là, il fait semblant d'être toujours attaché. Et c'est là qu'ils vont avoir la scène d'exposition, quoi. Il va demander, mais c'est quoi cette créature? Elle va répondre. Il va dire, mais qu'est-ce que vous nous voulez? Elle va répondre. Enfin, absolument inutile. C'est complètement con d'avoir fait ça. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Il va poser des questions sur la créature et elle va lui dire c'est un Jotun, donc sorte de divinité issue de la mythologie scandinave, enfant de Loki. Donc on ne dit pas son nom apparemment. Mais si on ne dit pas son nom, on ne dit rien sur lui, quoi. Enfin, bref. Et donc il faut lui offrir des sacrifices en échange de l'immortalité. Elle explique tout. Est-ce qu'il y avait besoin de ça? Elle déclare donc que Luc participera à un rituel où il devra se soumettre, donc apparemment c'est ça le rituel aussi, il va devoir se soumettre à la créature et rejoindre le culte, ou alors il sera tué. Et Luc lui demande, mais pourquoi moi, putain? Qu'est-ce que j'ai de spécial? Et il lui fait, mais parce que ta douleur est énorme en fait, ta peine est grande. Et c'est ça qui a plu à la créature en fait. Et ça c'est pas mal. C'est pas mal pourquoi? Parce qu'on se demande déjà pourquoi elle veut des gens qui ont souffert en fait. Qu'est-ce que ça fait d'eux? Ça fait d'eux de meilleurs disciples. Est-ce que parce que c'est ça qui la nourrit du coup là, cette peine chez les autres, ou c'est ce qu'elle a à offrir par rapport à ça? Donc déjà qu'elle offre l'éternité et tout cela, déjà c'est pas mal. Mais je pense qu'elle offre au-delà de cela, elle offre une réponse.
face au doute, face à tout ça, elle offre une réponse en fait. Elle offre une t'occupe, je gère. Enfin t'as une divinité en face de toi. Je ne suis pas une de ces divinités, on ne sait pas, il faut croire, la foi, machin. Il y a pas de foi là. Là, je suis devant toi. Tu vois ce que tu vois? En fait, confie ses doutes, oublie tout ça. Enfin, remets-toi, voilà, s'en remettre à cette créature, se prosterner devant. Et se débarrasser de tout ce qui est doute, de tout ce qui est pensée individuelle, etc. et vivre pour cette créature. Qui est une certaine libération à travers cet emprisonnement, si ça fait sens. Enfin, ça ferait sens en 1984. Se libérer de la douleur passe par se lier poings et pieds, si on veut, s'emprisonner à vie, se soumettre à vie à cette créature. La libération passe par l'emprisonnement, du coup. Donc, et c'est pour ça qu'elle fait sens comme ça dans cette approche intéressante qu'elle a face à la douleur, en fait. Est-ce que c'est pour elle une façon de mieux sélectionner ses disciples et de s'assurer leur fidélité? Parce que qui ne serait pas plus fidèle, plus addict que celui dont on a calmé les souffrances, en fait, et dont on devient la seule morphine. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'elle est, la créature. Donc si je te dis, attends, tu t'as peur de quoi? De la vie, de la mort, de la douleur, etc. Mais je t'offre l'immortalité, moi. Bah, c'est ça, en fait. C'est ça qu'elle offre. En échange, elle récupère ta douleur. Mais du coup, elle prend aussi la foi qui va avec, et enfin, en tout cas, cette soumission. Donc elle dit à Luc, bah c'est pour ça qu'elle t'a choisi. Donc elle a fouillé un peu vos âmes à tous là, et elle a vu que toi, bah t'as bien douillé en fait. Oui, bah il a douillé, oui, il a été très lâche à un moment et il a laissé son copain mourir, mais bon, ok, apparemment les autres n'ont pas assez souffert. Je sais pas quelle est l'échelle de souffrance, mais apparemment les autres n'ont pas assez souffert. Donc voilà pourquoi Luc a été choisi. Libre à lui, de choisir entre du coup la soumission ou la mort. La soumission et la liberté, ou la mort et quoi, une certaine émancipation de l'humain, peut-être, je ne sais pas. Donc voilà, ça, donc c'est le chapitre 2. Bah il est pas fini, mais on peut l'arrêter là parce que il va rejoindre de toute façon, parce qu'on arrive à la scène finale qui va être la libération, on arrive de toute façon à la scène finale où ça retrouve le livre. Mais cette partie juste en amont, s'éloigne fondamentalement du livre. Ça arque un peu, donc ça s'éloigne, les deux chapitres 2 s'éloignent, mais se rejoignent vers la fin. Donc on peut arrêter là et reprendre le livre à ce moment-là, au moment de la cabane, où le livre fait un autre choix. Alors, dans le livre, la partie 2 est assez spéciale. Donc, dans la partie 2, on va rencontrer les Blood Frenzy. Les Blood Frenzy, c'est un groupe de métal. Mais bon, peut-être présenter les choses dans l'ordre. Ce qui va se passer, c'est qu'en fait, Luc va se faire récupérer par une vieille, une vieille dont on ignore le nom de toute façon, mais une vieille accompagnée d'un groupe de jeunes métalleux. Oui, c'est vraiment ça la suite en plus. Donc ce groupe de métalleux sont constitués de 3 personnes en fait. Il y a alors pas le leader, mais bon, on va dire le leader, qui s'est fait appeler Loki. Donc Loki, ce dieu malicieux. On a aussi Fenris, dans le Ragnarok, je crois que c'est le loup qui bouffe Odin. Et on a Sutra, qui est le feu, qui est aussi une autre divinité, donc c'est une femme, Sutra, inspirée d'une divinité, une sorte de titan, de feu en fait, qui le jour de Ragnarok, enfin il a une épée de feu, je crois que c'est lui qui fout le bordel, bref. En fait, dans cette partie, la mythologie dans le Scandinave fait sens en fait. On verra ici que c'est chez ces jeunes, ça fait sens d'avoir essayé de pomper ces noms-là, essayer de faire un petit clin d'œil à un passé glorieux, tout cela, etc. Ça fait moins sens dans le film. Parce que la bête soit un fils de Loki, en fait, on s'en fout complètement. On n'a pas besoin de savoir ça. On sait tous qu'on a compris. On a une divinité de la forêt qui est là. Et qu'on connaisse son nom ou pas, etc. Sans doute qu'elle a pu inspirer des noms avant et qu'elle a pu trouver une place dans une certaine mythologie, mais elle en trouve clairement une aussi, même là, dans ce film. Pas besoin d'expliquer qu'elle est. Non, elle est ce que les hommes font d'elle. Et les hommes, en ce moment, Luc et compagnie, ce ne sont pas des vikings ou des hommes du Nord qui ont cette mythologie toute prête à insérer cette créature, ou en tout cas à créer cette mythologie à partir de cette créature, et en l'appelant, c'est une Jotun, c'est le fils de Loki, etc., je ne sais pas quoi. Donc non, cette créature n'a pas un nom propre, elle est ce que les hommes en font. Et là, dans ce film, ce que les hommes en font, c'est cet échappatoire de la terreur, etc., c'est pouvoir, voilà, l'obscurité, le machin, la forêt, le méconnu, etc., tout ce qu'on veut, mais certainement pas une mythologie nordique. Certainement pas une créature de la mythologie nordique. Voilà, ce n'est pas ce qu'elle est, je veux dire. On peut l'interpréter comme ça, mais ce n'est pas ce qu'elle est. Libre ensuite aux hommes d'en faire ce qu'ils veulent. Enfin, ce qu'ils peuvent se permettre d'en faire, si on veut. C'est pour ça que c'était bête d'avoir la blonde qui expliquait que c'est un Jotun, c'est le fils de Loki. On s'en fout, en fait. On s'en fout. Par contre, dans la partie du livre, et c'est ça qui a inspiré le film, mais ça lui a échappé, ça, au film. Dans le livre, ces jeunes qui arrivent portent ces noms-là, donc Loki, Sutra, Fenris, donc bien inspirés de la mythologie scandinave, et ça fait sens. On verra, en fait, que c'est des jeunes paumés, déjà, et qui essaient en fait de retrouver en fait une certaine patriotisme, une fierté dans la racine, je ne sais pas comment je pourrais le décrire, mais pour eux ça passe par un retour aux sources, et ces sources c'est avant tout en fait leur mythologie. Et cette bête a sa place dans ces mythologies, ça confirme en fait la réalité et la prégnance de leur mythologie. Ça veut dire qu'ils avaient raison, putain, leurs ancêtres avaient raison, les Vikings avaient raison, enfin, les Scandinaves avaient raison, je sais pas, enfin, il y avait quelque chose de plus vrai, de plus pur et de plus brutal et de plus sanguinolent et de plus vrai dans ce passé que ce qu'ils ont maintenant, ce que la société leur propose maintenant.
Alors, ce que la société leur propose maintenant, clairement, c'est une société très riche. Enfin, c'est des jeunes du Nord. Hein. Le monde entier les envie, si on veut. Voilà. Donc, par rapport à leur niveau de vie, par rapport à l'aisance qu'ils ont, etc. Donc voilà. Donc c'est ça qu'ils ont aujourd'hui. Mais en fait, ils s'ennuient. Ils s'ennuient. En tout cas, ils sont paumés là-dedans, dans cette opulence, dans tout ce qu'on veut. Et ils vont chercher, du coup, dans ces racines obscures, oubliées, profondes, une raison de vivre. En tout cas, un sens au monde, un sens à ce qui devrait être et une nouvelle mission. Et ils la trouvent. Et cette créature est la confirmation de cela. Mais ils vont se rendre compte assez vite qu'ils se sont bien gourés en même temps. Mais ça fait sens, du coup. Ça fait sens d'aller chercher la mythologie scandinave. Le film s'est gouré, lui. Le film n'a pas compris. Il n'a pas compris d'où ça venait. Donc ils se sont dit, ah bah tiens, c'est la créature. Mais non. Bref. Alors la vieille s'est retombée sur ce groupe de métalleux, donc qui était en cavale. Elle les a récupérés. Alors on ne sait pas comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont retrouvés, mais voilà, on sait que les jeunes sont en cavale. Ils ont fait des conneries. Dans cette rébellion qu'ils ont face à la société et tout cela, en fait, ils se sont fait plaisir, en fait. Ils se sont lancés des tests. Ils ont voulu se prouver que Fenris, donc le chien fou, il s'appelle le loup, Fenris le loup, mais bon, en vrai, c'est Fenris le chien fou, aurait tué un prêtre. Sutra, la fille, est encore plus tarée, donc elle aurait tué aussi des hommes. Il y a une scène où elle aurait coupé des orteils à un homme qui a pu se marrer parce que c'est difficile de courir sans ses orteils. Bref. Donc, ils sont absolument tarés. Donc c'est sur eux que Luke tombe. C'est eux qui recueillent Luke. Donc autant dire qu'il est tombé de quoi? De Charibansi-là. Autant dire qu'il est passé d'un calvaire à l'autre, si on veut. Voilà, on a ce mystère-là. On ne sait pas comment les jeunes sont tombés sur la vieille, dans cette forêt reculée, dans ce coin oublié. Pourquoi la vieille les a récupérés? Qu'est-ce qu'elle veut en fait? Elle veut renouveler le stock de fidèles, vu qu'il n'y en a plus. En fait, c'est la dernière de son espèce, la vieille. Elle est tombée sur ces jeunes, elle a compris qu'il y avait un potentiel, elle les a récupérés. Bon, ok, peut-être. On ne sait pas, on ne saura pas. Toujours est-il que c'est eux qui trouvent Luke quasiment mort, et ils se disent qu'il n'y a pas de coïncidence. Il y a une raison pour laquelle Luke, comme ça, à moitié mort, s'est jeté dans leurs bras. Bon, ils l'interprètent d'une façon qui ne sera pas du tout à l'avantage de Luke, mais on verra après. Donc toujours est-il qu'il ramène Luke dans la cabane. Et là, donc à son réveil, il les rencontre pour la première fois. Donc faut rappeler quand même que Luke a la tête fracassée, ouverte, un bandeau rempli de sang par-dessus la tête. Donc là, il se réveille, il est dans un lit, il est dans la cabane. Le cauchemar est fini, le cauchemar est terminé. Il se dit tout va bien aller maintenant. Enfin, je sais pas, des gens vont trouver, ils vont appeler des secours, etc. Et le réveil en fait de Luke fait penser à Misery un peu. C'est-à-dire qu'en fait, il croit que tout va. Il se dit que, putain, je vais y crever, mais en fait, ça va aller. Et petit à petit, en fait, des petits détails vont lui faire comprendre qu'en fait, non, pas du tout. Et c'est exactement ce qui va se passer là. On va avoir des petits éléments perturbateurs, mais banalement perturbateurs au départ, puis petit à petit très troublants, qui vont nous faire comprendre qu'on est rentré dans un nouvel enfer. Par exemple, ces éléments, ça va être le fait que quand les jeunes quittent la chambre de Luke, ils vont toujours la fermer à clé. Ça, il comprend pas. Il dit, mais ils ont appelé les secours, qu'est-ce qui se passe? Ils ne répondent jamais à ces questions franchement, justement. Ils lui disent pas vraiment ce qu'ils comptent faire de lui, tout cela. Et il ne comprend pas, par exemple, pourquoi ils ferment la porte à clé quand ils sortent. Pourquoi ils m'enferment? Mais il veut pas y penser. Il est déjà content d'être dans un lit, donc il ne veut pas y penser. Et il va falloir y penser. C'est exactement comme tout à l'heure, l'allégorie de l'abattoir. Donc on peut préférer éviter d'y penser, et petit à petit juste laisser couler, et puis endormir, et puis voilà, la mort est douce. Ou alors, en fait, se dire, oh putain, ça ne va pas, en fait, et creuser. Et Luke est du genre à creuser, justement. Donc, dans le film, quand ils rentrent dans la cabane, clairement, ils savent qu'ils ont affaire à des adeptes. Enfin, ils savent peut-être pas que c'est des adeptes, mais en tout cas, c'est des méchants, si on veut, entre guillemets, vu qu'ils les assomment et qu'ils les attachent. Donc, voilà, c'est clair. C'est clair, il y a aucun doute là-dessus. Ça ne va pas aussi vite dans le livre. Dans le livre, en fait, il s'est dit que c'est des jeunes tarés, bizarres, machin, mais au moins il est avec des humains, donc ça va, enfin, ça peut pas être pire. Il vient de quitter une créature dans la forêt qui tue les gens, les empale sur les arbres et les éviscère, donc ça ne peut pas être pire en fait. Alors qu'en fait, si, on va tomber dans une autre terreur, une terreur ayant ici une cause humaine. Luke va presque même croire que c'est eux qui les ont chassés à un moment donné. Est-ce que c'est pas eux qui les ont chassés dans la forêt en les tuant les uns après les autres? Mais bon, il va comprendre que ce n'est pas possible. Ce qu'il a senti dans la forêt, cette aura, ce n'était pas quelque chose d'humain. Donc il va comprendre que ce n'est quand même pas eux, mais ils lui font quand même peur. Ils lui font peur autrement. Et cette peur humaine, et finalement, qu'elle soit humaine ou justement dans la forêt, il va comprendre qu'elle est partout pareille. Dans les bois, dans la ville. C'est juste que le faible, la victime, est sacrifié au dieu des puissants. Ou en tout cas, au désir des puissants. Et que ce soit des vikings vindicatifs, ou des vikings paumés, ou des banquiers spéculatifs, des bêtes dans les bois, etc. Peu importe en fait, peu importe, ça ne change rien. Et heureusement qu'il y a ça justement dans cette histoire. Heureusement en fait qu'on comprend que ces hommes peuvent être aussi terribles que la bête. Autrement terribles. Autrement terrible. Il y a une volonté qu'on ne peut s'expliquer chez la bête, en tout cas mais qu'on peut comprendre, voilà ce qu'elle fait, voilà ce qu'est la bête, c'est ce qu'elle fait. Et chez l'homme, il ne peut pas comprendre parce qu'il croit parler le même langage, mais en fait, non, ils ne se comprennent pas du tout. Donc c'est une autre terreur, c'est une terreur mêlée à de la folie et d'un soupçon de paranoïa qui fait en fait que ces hommes vont bien remplir leur rôle dans ce deuxième chapitre. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fait, sinon, en fait, la deuxième partie serait faible. La deuxième partie serait faible, toute la partie avec les adeptes et tout. Ben justement, elle l'est d'ailleurs dans le film parce que les adeptes en réalité sont juste assujettis à cette bête. On attend juste le retour du monstre. Donc en fait, la partie avec les adeptes, c'est un peu la pause, un peu le répit, même si effectivement il y a un sacrifice qui est en route et tout ça, machin, mais la peur ne viendra pas d'eux. Dans le livre, ces trois jeunes
vont être tellement perchés, tellement bizarres, tellement ambigus pour Luke et faire nourrir comme ça une terreur pour lui faire comprendre qu'en fait, ah non, t'as cru que non, qu'en fait, ils tiennent bien leur rôle en fait, ils tiennent bien ce deuxième chapitre. La terreur a changé de camp, mais elle est toujours présente. Elle est présente autrement et tant mieux. Sinon, on aurait juste attendu le retour du monstre en fait, on se serait fait chier en fait. Donc ça marche bien ça. Donc autant dire que ça va dégénérer assez vite. Alors je passe les détails, mais très rapidement, Luke comprend qu'ils ne sont pas prêts d'appeler les secours, qu'il prépare quelque chose pour lui, mais il ne sait pas quoi. Il comprend plus ou moins la hiérarchie des choses. En fait, déjà, la première scène, quand Luke se réveille, ils sont devant lui, ils ont tous des masques. Donc autant dire, alors quelqu'un qui est tombé dans les pommes, qui se réveille, qui a une blessure au crâne et qui voit des 3 personnes autour de lui qui ne parlent pas, mais qui portent des masques. Bon, déjà, il croit que c'est des créatures au départ. Donc ils ont des masques d'animaux, en fait, je crois. Je ne sais plus ce que c'est exactement, mais voilà, ils ont des masques d'animaux et qui sont là, qui le fixent. Comme pour préparer un autre rituel, en fait, il est en panique totale, il ne parle pas, les gamins le terrifient. C'est des jeunes en plus, hein, mais il le terrifie. Et en plus, il est faible. Luke a beau être bien plus âgé qu'eux, peut-être même mieux en forme physiquement, mais en fait, il est fragilisé. Il a sa crâne ouvert, donc il est très très fragile. Voilà, il va comprendre qu'ils ne vont pas l'aider. Il va essayer de comprendre, de faire appel à leur pitié, de les raisonner. Il va comprendre qu'ils sont en cavale. Il va comprendre qu'ils sont venus là dans les bois pour chercher une vérité, qu'ils ont trouvé cette bête, qu'ils ont compris l'existence de cette bête, de cette créature, et qu'ils veulent faire des choses avec elle, en fait. Et pour eux, en fait, ils sont le début d'une révolution, d'un nouveau clan, d'une nouvelle secte, que d'autres les rejoindront, d'autres verront la vérité, mais qu'eux sont un peu les prophètes. Alors, la hiérarchie, donc, c'est Loki qui est un peu le leader du groupe. Il y a Sutra, qui est sa copine. Et il y a Fenris. Fenris qui se fait chier, donc Fenris, en fait, donc ils passent leur soirée à se bourrer la gueule et à chanter du métal, en attendant, justement, le fameux rituel. Et Luke, pendant ce temps-là, ne comprend pas. Fenris, en fait, va se rapprocher de Luke, mais il y a un moment donné, en fait, il va faire tellement peur à Luke, que Luke, en fait, pour se défendre, va le cogner, en fait. Il va le cogner, je crois, il le cogne avec une bassine, la bassine qu'il a pour pisser, je ne sais plus. Il le cogne avec, il l'assomme presque, et Sutra surprend la scène, et Sutra, c'est une tarée, hein. C'est une tarée. Elle fonce dans Luke, mais elle le dégomme, elle veut le tuer, elle veut le couper, en fait. Elle hurle, je veux le couper, parce que justement, Loki s'interpose et les sépare. Pas pour sauver Luke, en fait. Enfin, si, pour le sauver, mais c'est pas qu'il est attaché à lui, c'est que Loki, en fait, c'est celui qui est le plus posé dans le groupe, et pour lui, le rituel qu'il prépare est très important. Donc, en fait, pour faire un rituel, ils ont besoin de quelqu'un à sacrifier, c'est quelqu'un, c'est Luke. Donc, il ne peut pas laisser Sutra le tuer trop tôt. Donc, c'est pour ça qu'il prend sa défense. Et il va y avoir un drôle de phénomène de Stockholm, en fait, où Luke va un peu s'attacher, en fait, être reconnaissant à Loki, mais tout en comprenant que ce jeune homme qui le protège, en fait, va le tuer, en fait, tôt ou tard. Mais toujours est-il qu'il le protège, donc c'est à ce moment-là qu'ils sont un peu plus sur leurs aguets, ils vont un peu plus le surveiller, l'attacher, je ne sais plus, enfin, ça suit son cours. Pendant ce temps-là, la vieille, elle ne dit rien. Elle ne dit rien, elle est tout simplement témoin de temps en temps de certaines scènes. Le plus important dans cette partie-là, c'est avant tout les discussions que vont avoir Loki et Luke, en fait, sur cette compréhension différente qu'ils ont du monde, sur le concept même de bienveillance, on va dire, ou de pardon, ou de religion. Ils vont avoir plein de discussions assez intéressantes, et c'est la partie la plus importante ici. Mais voilà, ces 3 nouvelles personnes viennent un peu remplacer les 3 amis que Luke a perdus. Et on a Loki qui est le médiateur. Qui fait un peu penser... C'est comme une vision perverse des amis qu'il avait juste avant. Loki serait Hatch, du coup, le meneur un peu du groupe. C'est lui qui fait, voilà, c'est lui qui gère un peu tout le monde, qui prend la défense de Luke, qui calme Dom, etc. Machin, qui gère tout le monde, en fait. Et ce serait Hatch, du coup. Et là, c'est Loki. C'est le leader un peu, c'est lui qui calme les choses, c'est le gars qui se veut poser, tu vois. On a Sutra, cette folle, complètement tarée, qui veut du mal à lui, qui veut lui rentrer dedans, qui veut le défoncer, qui serait un peu Dom, qui serait une vision complètement psychopathe de Dom, en fait. Et qui lui en veut, et qui est aux aguets, en fait. D'ailleurs, Loki le dit à Luke à un moment donné, il dit, écoute, là, moi, je vais essayer de te protéger, mais à un moment, il faut que je dorme aussi. Donc, il va falloir que tu aies un sommeil, comment dire, un peu, parce qu'il parle avec une grosse voix, il a une voix très rauque. Il fait, écoute, Luke, il va falloir que tu essaies de dormir de manière un peu légère, si tu vois ce que je veux dire. Et Luke lui fait, comment ça? Un peu légère. Il fait, bah, écoute, dans cette maison, on va dire qu'il y a certaines personnes, certaines présences qui veulent ta mort. Donc il parle de sa copine, hein. Moi, je peux essayer de te protéger tant que je peux, mais il faut bien que je dorme, Luke. Et Luke lui fait, écoute-moi, Loki, tu tiens ta pute éloignée de moi, ok? C'est un deal? Il fait, ouais, mais Luke, moi, il faut que je dorme. c'est une scène assez marrante. Et donc, en fait, voilà. Donc, Sutra, c'est la folle. Elle veut buter Luke. Elle veut le buter. Et Fenris, ce petit taré, en fait, n'a pas sa place là-dedans. Il se fait chier, en fait. Il se fait chier dans le groupe. Il a pas sa place. Et c'est pour ça qu'il a essayé de se rapprocher de Luke, mais que ça n'a pas marché. Voilà un peu la dynamique du groupe. Alors, pendant que tout ce monde s'occupe comme il peut, en fait, on a le retour de Dom. Donc, je parle bien dans le livre, hein, parce que dans le livre, si on se rappelle bien, Dom a disparu à un moment donné dans la randonnée, pendant qu'il était avec Luke. Et à un moment, il a disparu. Avant que Luke ne tombe sur la bande, là, il a disparu. Dom va revenir. Il va se passer plusieurs choses à ce moment-là. Déjà, la veille, on a Luke qui fait des cauchemars, en fait, qui voit des choses. Il lui semble entendre des bruits dans le grenier. Donc lui, il dort dans sa chambre, mais le soir, il semble entendre des bruits, des choses qui bougent là-haut, des présences. Et son instinct lui parle d'une certaine vie, son instinct lui dit qu'il y a des choses là-haut. Au début, il se dit, mais ils ont enlevé de pauvres diables qu'ils ont enfermés là-haut, qui sont elles aussi victimes, mais en fait, très rapidement, son instinct lui dit que non. Ce qu'il y a là-haut, c'est au-delà du compréhensible.
il a des visions. Et il sait que ces visions viennent de ces choses là-haut. Pendant qu'il dort, il a des visions. Ces visions viennent de ces choses là-haut. Et il voit des créatures comme ça qui sont des sortes d'enfants de la bête dans les bois. Et qui la vénèrent, qui lui offrent des humains en sacrifice, etc. Il voit tout ça. Et ces créatures s'agitent particulièrement cette nuit-là. Et le lendemain, la créature a ramené Dom. Donc déjà, ça veut dire que la créature s'est rapprochée dans la nuit pour accrocher Dom aux abords de la cabane. Elle s'est rapprochée. Et en se rapprochant, elle a réveillé, en fait, je pense, ces créatures dans la cabane, dans le grenier. Qui, elles, en se réveillant, en fait, ont envoyé comme ça des songes à Luc pour lui raconter un peu leur histoire, pour lui expliquer un peu des choses. Et c'est comme ça qu'il a compris leur rôle, leur sacrifice, etc. C'est comme ça surtout qu'il a compris qu'il est dans un coin du monde où, en fait, la frontière avec le paranormal, avec les choses inexpliquées, avec une autre dimension peut-être, est beaucoup plus fragile. Et des choses passent à travers ce portail et arrivent sur Terre, en fait. En tout cas, dans ce coin-là, dans ce coin reculé. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, le lendemain, donc, quand Loki et sa bande trouvent le corps de Dom, ils sont en extase, en fait. Pour eux, ça y est, le dieu s'est manifesté. Le dieu semble leur faire un signe, comme pour les reconnaître, comme pour les accepter et leur montre ce qu'il faut faire. Donc ils se disent, ah, voilà ce que le dieu veut. Donc voilà ce qu'on va faire à Luc, en fait. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour Luc. Donc et eux, ils sont contents, ils sont extatiques, en fait. Donc ils chopent Luc et ils l'amènent dehors. Ils veulent qu'il voit. Donc je crois que lui, il croit qu'ils vont enfin le buter. Mais en fait, non. Tout ce qu'ils veulent, c'est que Luc voit le corps de Dom, en fait. Et bien sûr, il trouve Dom dans le même état qu'il avait trouvé Hatch ou Phil. Dom est éviscéré, accroché et éviscéré. Et donc, ce qui fait qu'on peut comparer assez rapidement, en fait, entre le film et le livre, l'écoulement des victimes. Et en fait, les victimes sont un peu mieux écoulées dans le film, sur ce coup-là. Parce que si on compare, Hatch, c'est la mort qui n'a rien vu venir, dans les deux cas. C'est la mort qui déclenche la panique, en fait. Jusqu'à là, on avait un doute, on n'était pas sûr, et là, tout d'un coup, là, il n'y a plus moyen de douter, en fait. On sait. On sait qu'il y a quelque chose qui est là, et il y a quelque chose qui fait mal, qui tue, en fait. Et c'est Hatch la première victime. Elle n'a rien vu venir, donc elle est là sacrifiée pour que les autres puissent avoir peur. Parce que Hatch n'a pas eu le temps d'avoir peur, de toute façon. Hatch est mort tout de suite, hein. Donc Hatch n'a pas eu le temps d'avoir peur, mais il est là, il sert de déclencheur pour la peur des autres, pour la panique, pour la frayeur chez les autres. C'est la première mort. Phil, c'est celui qui a cru réchapper. Donc on est presque sorti, on va y arriver. Ah non. Bah non, Phil, c'est celui qui se fait tuer juste avant qu'on passe dans le chapitre 2. Donc il est là pour que la bête ait quand même quelque chose à se mettre sous la dent quand même. Voilà. Donc il n'y a pas que Hatch comme victime, on a quand même une autre victime dans ce premier chapitre. Le film et le livre le font, voilà. C'est-à-dire à un moment donné, on comprend que putain, mais ce Chassalom, il nous prend un par un. Donc autant Hatch, on peut se dire mais putain, il a eu Hatch parce qu'on dormait, etc. Non. Elle ne fait pas que nous prendre quand on dort. Elle nous prend l'un après l'autre. Pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'elle a faim? Est-ce qu'elle se nourrit? Ou est-ce que tout d'un coup elle s'impatiente, etc. On ne sait pas. Mais vu qu'elle a pris maintenant un deuxième, les choses sont encore plus certaines, les choses sont encore plus confirmées. Elle nous chasse l'un après l'autre. Donc c'est à ça que sert Phil. Dom part trop vite dans le livre. Dans le film, il est assez bien exploité parce qu'il devient le confident. Parce que sinon, en fait, dans la deuxième scène, dans le deuxième chapitre, en fait, Luc est isolé. Il est seul, en fait, dans ses pensées. Dans le film, Dom est ce vis-à-vis avec lequel, au moins, avec qui il peut avoir une discussion. Il peut parler avec lui, il peut partager ce moment. Il va partager ce moment qui va nous rendre encore plus difficile sa mort, en fait. Il va devenir le confident, le dernier ami qui reste, le dernier espoir. Et puis, putain, voilà, il est quand même enlevé. Il nous est quand même retiré. Et Luc, au final, c'est celui qui a été offert, c'est celui qui s'échappe. Luc, c'est celui qui s'échappe. Voilà, Luc, c'est celui qui arrive à survivre après tout cela, après que chacun des amis ait rempli son rôle. Son rôle de victime, du coup, mais d'une victime différente de l'une à l'autre. Hein. Voilà, donc vraiment, on a ce parallèle entre le film et le livre, et le film a bien fait de conserver Dom un peu plus longtemps, jusqu'au moment où on le sacrifie, et d'en faire une sorte de rescapé qui, malgré tout, est sacrifié. Donc il y a deux rescapés, il y a un seul rescapé qui s'en sort, c'est Luc. Lui, c'est le rescapé qui va nous servir. En plus, il sert de... À un moment donné, c'est lui, voilà, c'est le premier à rencontrer les créatures, c'est le premier à flipper, à nous faire peur, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il a vu, voilà, et ça ne pouvait pas être Luc, vu que c'est Luc qu'on suit. Donc on avait besoin de quelqu'un d'autre pour aller se faire flipper un peu, redescendre, être blême, dire je vais mourir, c'est bon, je vais mourir, et nous on est là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, mais qu'est-ce qu'ils lui ont montré? Ce qu'ils lui ont montré, on le verra avec Luc. On ne peut pas le voir avec Dom, on ne suit pas Dom après tout. Voilà, donc il y a un écoulement un peu comme ça des victimes, un peu mieux géré dans le film que dans le livre. Là, la mort de Dom comme ça, accroché, c'est dommage. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. Et ce qui fait que du coup, dans le livre, Luc est seul avec des jeunes. Ça aurait été bien qu'il puisse en parler. Bon, c'est vrai que ça renforce ce côté claustrophobe de l'histoire, en fait, vu qu'il ne peut malheureusement, en fait, il ne peut parler à personne. Il est comme ça, il est entouré de folie. Les jeunes sont fous, en fait. La vieille ne réagit pas. Pourquoi elle n'appelle pas les flics? Pourquoi elle n'appelle pas les secours? Qu'est-ce qu'ils font là, au milieu de la forêt, en fait? Et il n'a personne à qui en parler, avec qui débriefer pour essayer de donner un peu de sens à cela. Ça rajoute un peu au côté dément, au côté fou de l'histoire, c'est vrai.
Bah, à propos de folie, justement, ce qui va être intéressant quand même, c'est que, comme je disais tout à l'heure, c'est que Luke et Loki vont avoir de sacrées discussions, en fait. On n'a pas ça dans le film, bien sûr. Les adeptes parlent une autre langue, de toute façon, Luke ne comprend pas. À la place, on a cette petite blonde-là qui sort de nulle part et qui explique les choses. Bon, bref, mais rapidement, hein, elle sert juste à faire de l'exposition un peu. Dans le livre, on a comme ça des discussions, en fait, des mentalités qui s'entrechoquent, en fait. Principalement, comme je disais, entre Luke et Loki. D'un côté, on a ces tueurs, ces assassins. En tout cas, Luke les voit comme ça. Des jeunes en colère, paumés, gâtés, en fait, par la vie, qui se font chier et qui ont décidé de faire chier le monde, en fait. Et pour Loki, non. Loki, comme j'avais dit, c'est une révolution. Ils sont dans une révolution, dans un projet d'un nouveau Ragnarok. Et c'est curieux de se dire que les adorateurs d'antan ont peut-être donné naissance à ces jeunes métalleux. Enfin, comme leurs héritiers, finalement. Adorateurs d'Odin, de la purification par le feu et le sang, voilà. Pour eux, ce monde, avant tout, en tout cas, leur monde à eux, a besoin d'une purification dans le sang. Il est temps, ils sont les descendants revenus à la source. Donc la boucle est bouclée, en fait. Ils sont revenus là, ils sont partis s'éloigner dans la civilisation, dans la ville, dans le progrès, pour finalement être tellement gâtés par cela, ils ont tellement bien réussi finalement que ça ne les a pas réussi apparemment, ça ne leur réussit plus. Et ces jeunes sont revenus là, à la source en fait, chercher cette vérité, chercher ce pouvoir, cette force en fait, cette certitude. Sauf qu'en fait, la nouvelle génération est bien faible et affaiblie. Comme si le mouvement s'était étiolé, enfin, cette force, cette vigueur dans le sang s'était étiolée, en fait, avec le temps, et que la progéniture est dégénérée, en fait, instable, peu fiable et peu efficace. Ils vont se faire tuer, en fait. Ces 3 gosses vont se faire buter par un mec à moitié mort, au final. Donc, ils sont pas efficaces du tout. Ils se bourrent la gueule. Enfin, c'est pas les pillards vikings, hein. C'est pas ceux qui vont faire trembler l'Europe, en fait. Les fidèles aussi se font tuer, faut le savoir. Les fidèles dans le film vont aussi se faire tuer. Mais ils sont déjà morts, en quelque sorte. Ils sont déjà morts. Ce ne sont pas les mêmes personnages. Ce ne sont pas Loki, Fenris et l'autre folle, la Sutra. Là, ce sont des hommes qui ont déjà abandonné leur part d'humanité à la bête et qui ont préféré devenir ses fidèles, mais en abandonnant cela. À partir du moment où ils ont abandonné la peur, la douleur, etc., ce ne sont plus des humains. On ne peut plus parler d'humains. Donc, ils sont déjà morts. Donc, le fait qu'ils meurent après dans le film, ça nous touche à peine, en fait. Ça nous satisfait même pas, j'ai envie de dire. Il y a même pas de satisfaction à travers leur mort. Par contre, il va y en avoir, hein, dans la mort de Sutra. Voilà, faut le savoir, hein. C'est même pas Luke qui les tue dans le film, mais c'est la bête, en fait, qui les renie quelque part. Et c'est ça qui a de l'impact pour eux. Et c'était ça aussi leur plus grande peur, finalement, en fait. Ils se sont donnés à cette bête et il ne faut surtout pas la décevoir. C'est elle le nouveau sens de leur vie. Alors que pour ces jeunes guerriers, enfin, cette progéniture dégénérée qui se réclame viking, bah oui, il fallait que ce soit Luke qui les bute. Il fallait que ça passe par là. Il fallait que ce soit Luke, justement, qui ait cette autre voix, qui ait cette humanité qu'il condamne, faible, paumé, qui ne comprend rien, qui est comme un enfant, en fait, qui tâtonne et qui dit que de la merde, mais qui y croit. Voilà, qui a créé cette civilisation sur laquelle il pisse, en fait. Bah, il fallait que ce soit Luke qui les bute. Il fallait vraiment. Bon, après, il est pas vraiment cette civilisation qu'il rejette. Luke est plus semblable à eux qu'ils ne le croient. Il est celui qui n'a pas trouvé sa place non plus dans cette civilisation. Il ne l'a pas trouvé. Et si eux sont remontés, en fait, ils sont sortis, ils sont retirés de ces civilisations, ils ont tué un prêtre, ils ont machin, etc. Donc, bref, s'ils sont remontés dans cette forêt, j'allais dire paganisme, mais c'est plutôt dans cette forêt, dans cette obscure forêt des premières croyances, Luke, lui, n'a jamais vraiment tranché. Enfin, il est resté décent, mais pareil, Luke n'a pas trouvé sa place. Mais il ne s'est certainement pas réfugié dans le meurtre et mais il n'a pas trouvé sa place non plus. Donc c'est là quand même qu'ils sont un peu plus proches. Et finalement, quand il fera le choix du meurtre, c'est pas la civilisation comme ça, c'est pas cette ville en tout cas dans laquelle il ne trouve pas sa place, qu'il la rabat, qu'il la abaisse et tout ce qu'il a fait. Bon, c'est bastonner un gars dans le métro, non. Finalement, quand il en arrivera à tuer, il tuera ces gens qui sont ceux qui étaient peut-être les plus proches de lui, en fait. Les parias, les rejetés. Et c'est eux qu'il tue, en fait. Parce que merde, ils ont buté ses amis, en fait. Et ses amis, c'était Phil, Dom et tout ça. Qu'ils le veuillent ou pas. Donc c'est pour ça que c'est bien. C'est pour ça que c'est très bien. Ce deuxième chapitre propose autre chose et c'est très bien, c'est tant mieux. Et on n'a pas ça entre Luke et les adeptes dans le film. On l'a par contre Luke et Loki et ces autres parias là. C'est tous des parias au final, c'est tous des parias. Mais Luke ne veut pas, c'est pas la voie qu'il a choisie. Et s'il faut les buter pour sortir de là, bah il va les buter pour sortir de là et c'est ce qu'il va faire. Donc on peut comparer rapidement en fait les fidèles versus la bande de Loki et compagnie. Bah la vieille n'est pas la même, la vieille dans le film ne sert à rien, c'est la matriarche si on veut, la matriarche. Dans le livre, elle est autre. On va comprendre que c'est un des derniers fossiles des anciens fidèles, en fait. Mais on verra bientôt qu'elle est plus que cela. Mais pour le moment, on ne le sait pas. La fille, la blonde qu'on a dans le film, elle est là pour juste expliquer en anglais les choses qu'on ne comprend pas. Elle ne sert vraiment à rien non plus. Elle ne sert à rien. C'est dommage, pareil. On aurait pu se demander, mais qui est-elle, en fait? D'où elle sort? Comment ça se fait qu'elle parle anglais? Donc ça veut dire quoi? C'est peut-être une des dernières victimes qu'on ait pu capturer. Donc ça veut dire qu'elle connaît un peu mieux. Autant on peut se dire que les anciens pèlerins un peu plus âgés, en fait, c'est des gens, des temps un peu plus passés, un peu plus reculés. Donc plus facile à amadouer, plus facile en tout cas à faire disciple. Il est plus facile pour la créature de leur en imposer si on veut. Plus facile en tout cas de les voir se prosterner devant l'inexpliqué, devant l'obscur, devant les forces occultes
pas occulte, mais plus facile à intimider. Vraiment, c'est le mot en fait. Il est plus facile d'être là, d'avoir des superstitions et des croyances un peu, voilà, quand on est comme ça dans les bois, quand on est, voilà, ça leur colle plus à la peau. Mais par contre, elle, là, on a une jeune fille qui sans doute a connu la ville à un moment donné, qui a connu la musique, qui a connu, je dis pas que les pèlerins n'avaient pas la musique, mais voilà, qui a connu en tout cas des technologies, on va dire, des technologies plus modernes. Et que malgré ça, qu'elle soit prosternée, son histoire aurait pu être intéressante en fait. On n'a même pas son histoire. Elle aurait pu être, je sais pas moi, peut-être la fille, la dernière rescapée, parce qu'il y a eu la parenthèse là avec la tante, la rencontre avec la tante. Il y avait une tante là qu'ils ont trouvé à un moment donné enfoncée dans le sol, enfin absorbée dans le sol, et qu'ils ont fait ressortir. Ils ont trouvé le portefeuille donc d'une famille qui était passée par là en camping et qui, voilà, pas de traces. Du jour au lendemain, ils ont disparu apparemment en laissant leurs affaires. Ça aurait pu être leur fille. Ça aurait pu être leur fille en fait. Et il y aurait pu avoir une discussion intéressante avec Luc qui serait douté de cela en disant mais c'est vous, c'est toi la famille dont on a trouvé la tante dans les bois et tout, sont tes parents, etc. En fait, c'est la dernière rescapée de cette famille-là. Elle aussi été, engrainée dans le culte. Mais non, c'est pas ce qui va se passer. C'est pas ce qui va se passer. Elle est juste là pour cracher de l'exposition, c'est tout. Alors que ça aurait pu être intéressant de savoir comment amener... Luc n'a pas voulu se prosterner, mais ça aurait été bien de voir un personnage moderne qui aurait accepté de se prosterner, qui aurait connu la ville pourtant, qui aurait connu les lumières, qui n'a pas grandi dans la forêt. Non. Donc un esprit plus difficile à soumettre, qui aurait avancé la raison, la science, tout cela, le progrès, d'accord ? Et que quand même que cet esprit ait été brisé et amadoué, en tout cas, discipliné par la bête, si on veut. Et pourquoi elle a accepté? Ça aurait été bien, ça. Ça aurait été très bien. Non. Elle est là pour dire à Luc, il faudra que tu acceptes de te prosterner parce que sinon tu mourras. Voilà à quoi elle sert. Bon. Donc, autant dire qu'elle n'est absolument pas comparable aux jeunes, là. Eux sont là pour niquer Luc. Eux, ils sont là pour niquer Luc. Eux, ils ont apporté une réponse à cela. Pourquoi on se prosterne face à ça? Pourquoi on veut cette bête? Pourquoi on veut se soumettre à elle, pas à sa volonté, mais, si, quelque part un peu à sa volonté. Mais parce qu'on croit comprendre ce qu'elle veut et c'est ce dont on a besoin. On a perdu notre voix en fait. Les fiers hommes du Nord ont perdu leur voix. Et nous sommes ces Vikings qui avons retrouvé l'esprit en fait. Et on va tout brûler. Ça tient. Ouais, c'est complètement con, mais ça tient. Et bien sûr, dans ces discussions que Luc va avoir avec Loki, Luc va l'envoyer chier en fait. Il va dire, mais Loki, mais putain, mais t'as grandi dans ce pays, mais j'imagine que t'as tout eu quand t'étais gamin. Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'es fait chier à un moment donné, tu te dis, je vais aller dans la forêt, je vais révolutionner Mais connard, t'as tout eu, t'as pas souffert, de quoi tu me parles? Donc, Luc va un peu lui rentrer dedans, va envoyer chier tous les arguments de Loki, et en lui disant, ok, il y a une pauvre bête là dans la forêt qui veut qu'on lui sacrifie les humains, mais on en a rien à foutre de cette bête. Tu fais fausse route, en fait. Tu fais fausse route. Il y en a d'autres qui pourraient réclamer cela, mais pas vous. Vous êtes juste des gamins gâtés, en fait. Et Loki ne va pas bien le prendre. Donc, ils vont avoir ces échanges-là qui vont, à un moment donné, ça va énerver Loki, en fait, qui va avancer les arguments de l'éveil. Pour lui, c'est eux les éveillés. Pour Luc, c'est juste des paumés. Il va dire que c'est un retour aux sources. Pour Luc, c'est juste qu'ils savent pas où aller. C'est les paumés, quoi, tu vois. Il parle de venir remplacer, de reprendre en fait le rôle de ces adorateurs disparus, que cette dame, que la vieille a été les chercher pour reprendre les rituels, que Luc et les autres avaient déjà commencé ces rituels en fait avant qu'ils arrivent, parce que les trois autres sont morts du coup, donc il reste que Luc, mais il va falloir aller jusqu'au bout. Donc voilà, il va confronter paganisme versus christianisme un peu, et voilà, on n'est pas dans le compromis, on va retourner à quelque chose de vrai. Et vu que Luc ne veut pas en démordre, et que pour lui c'est que de la merde ces arguments, en fait ils vont atteindre un sorte de point Goldwyn en fait dans la discussion, ou ok, dans ce cas on va aller au bout, en fait je vais te montrer ce que tu ne veux pas comprendre, quoi. Je vais aller à l'extrême, direct, en fait. Et Loki va vouloir lui montrer. Donc voilà, lui montrer quelque chose. Et c'est là qu'on arrive dans la scène du grenier. Scène du grenier que Dom a eu dans le film, en premier. Donc là, ce qui va se passer, c'est que Loki va vouloir montrer à Luc. Il va vouloir lui montrer les choses. Et les choses en question sont là-haut, dans le grenier. Et Luc va comprendre que, ok, qu'est-ce qu'il veut, en fait. Et donc, il va aller parler à la vieille. Loki va aller parler à la vieille, il va proposer un plan. Fenris et Sutra vont être très contents du plan. Enfin non, même pas. Fenris va être content. Sutra va être terrifié. Car aussi folle qu'elle soit, en fait, Sutra a peur de ce qu'il y a là-haut dans le grenier. C'est très curieux d'ailleurs. Elle a peur de ce qu'il y a là-haut dans le grenier. Fenris pour lui, faut y aller là, le chien fou, faut y aller à fond, mais bien sûr il est trop chaud. Et la vieille, elle dit non. La vieille dit non. Non, c'est mort, non. Donc ce n'est pas la vieille dans le film justement qui demande à ce qu'on amène Dom là-haut. Non, pour elle, cette vieille ici, elle a quelque chose à préserver dans le grenier. Elle ne veut pas qu'on y amène Luc. Trop dangereux. Dans le film, on amène Dom devant ces vieux adeptes qui sont encore vivants pour leur montrer le nouveau sacrifice, peut-être pour qu'ils le bénissent avant qu'il ne soit sacrifié. Dans le film, c'est autre chose. On n'a pas les mêmes personnages là-haut. Ce qu'on a dans le grenier, ce n'est pas ça. Et ce qu'il y a dans le grenier est sacré. Il ne faut surtout pas, en fait, l'exposer à la présence impure, en fait, de cette victime à sacrifier. C'est l'inverse, donc. On va amener Luc là-haut, et ce qu'il va trouver, c'est des créatures. Il va trouver effectivement des enfants. C'est un bon terme à leur donner, un bon nom à leur donner, c'est des enfants. Des enfants avec des yeux bleus sur fond de lait, comme ça, avec une peau un peu grisâtre, une peau de papier, presque. Très très vieux. On ne sait pas s'ils sont effrayés ou amusés ou excités en fait par la présence de Luc, mais un peu des deux je pense. Et c'est très curieux justement qu'ils flippent comme ça de la mort en fait. Mais bon, ils ont un peu peur.
c'est presque à la vieille de les protéger, de les défendre. Donc voilà, on est dans une posture un peu comme ça où on a là-haut des créatures fragiles, terrifiantes en fait, terrifiantes par leur existence, mais très fragiles. Et bien sûr, en fait, Luke est absolument effrayé quand il les rencontre, il est absolument effrayé et il veut sortir de là. Mais Loki le maintient et en fait, Fenris va aller trop loin. Fenris va vouloir qu'il se rapproche. Donc Fenris va le pousser devant les bestioles, il va le pousser en fait. Et les bestioles vont paniquer, elles vont se reculer en murmurant, en machin. Donc vraiment, c'est des petits enfants quoi. Et en fait, la vieille va vouloir les protéger. Donc elle va se mettre entre les bestioles et Luke, elle va sortir un vieux couteau cérémonial et elle est prête à le planter. Loki pareil n'est pas content. Pour lui, c'est pas ça qu'il voulait en fait. Donc il est pas content, donc il va retirer Luke. Ils vont le descendre à quatre pattes presque. Luke est tellement content de sortir de là, de sortir du grenier. Tout en bas, il y a Sutra qui elle n'est pas venue. Elle s'est chiée dessus. Elle a vraiment peur de ces créatures. Alors qu'elle est venue chercher ça au final, à cette vérité. Elle est venue la chercher avec Loki. Mais une fois qu'elle a été en face de ils n'ont pas la même réaction face à cette vérité. Loki est en extase. Fenris est complètement fou de toute façon et Sutra a peur. Donc c'est pas mal aussi, ils n'ont pas la même approche par rapport à ça. Donc toujours est-il que donc Fenris le chien fou a foutu la merde. Et quand ils vont descendre, en fait, ils vont enfermer Luke dans sa chambre et Loki va engueuler Fenris, mais putain, mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es complètement con. Voilà, il faut les respecter ces créatures. On n'est pas là à balancer des. Voilà, donc Fenris va mal le prendre, il va se défendre. Sutra va arriver, va prendre le parti de Loki, va elle aussi commencer à engueuler Fenris. Et pendant qu'il s'engueule comme ça, en fait, Luke va entendre quelque chose là-haut. Il va entendre la vieille qui se met à pleurer. Elle est à bout en fait. Cette petite scène a été très éprouvante pour elle et elle est à bout en fait. Donc elle pleure et c'est presque comme si elle se confiait à ces créatures en fait, qui, curieusement, sont ses aînés, mais qui sont très fragiles, qui ont besoin de sa protection. Donc, elle est très attachée à eux. Donc, voilà, il y a un rapport comme ça très ambigu. Et elle pleure. Elle semble pas se soumettre à eux. Et on comprend, en fait, que, putain, elle n'en peut plus, en fait, de ces jeunes-là. C'est pas les bons. C'est pas ça qu'il lui fallait du tout. C'est pas de la bonne matière, en fait, pour faire des fidèles. Ils sont trop fous, en fait. Ils sont trop dangereux. Ils sont trop instables. Et en plus, ils sont armés. Donc, elle veut une solution. Il faut qu'elle s'en débarrasse. Donc, on comprendra plus tard que c'est ce qui est en train de se murmurer là-haut. Luke, lui, comprend pas. Luke comprend pas. Par contre, ça lui a bien fermé sa gueule. Donc, ça, c'est un peu le dernier argument de Loki qui va un peu le déstabiliser. Et c'est presque comme s'il baissait les bras à ce moment-là. C'est presque comme s'il baissait les bras. Et là, bien sûr, c'est une autre différence avec le film. Donc, dans le film, les créatures, ce sont des fidèles. Ce sont des fidèles à qui on a offert cette éternité pour s'être prosternés devant la créature. Donc, c'est ce que la créature offre. Et donc, j'ai dit que ça allait plus loin que ça. Donc, bien sûr, elle a enlevé la douleur. Elle a enlevé la douleur, elle a enlevé le doute, elle a enlevé la peine. Elle offrait cette éternité et elle était la réponse. Elle devenait réponse. On se contente d'elle. Voilà, la vie des fidèles, c'est elle. C'est elle. Leur vie, maintenant, c'était elle. Elle résout tout. Elle résout tout. D'une façon comme ça, en fait, de se donner corps et âme à quelque chose. La foi, en fait, peut-être, finalement. Dans le livre, en fait, les créatures sont des hybrides. Des hybrides un peu entre la bête, justement, dans la forêt, et la vieille, qui est humaine, mais qu'on comprendra ne pas être si humaine que ça. Donc c'est un peu des sortes d'enfants de la bête qui est dans la forêt, mais des enfants un peu qui n'ont pas ce même pouvoir, si on veut. Comme des créatures qui seraient nées d'elles, mais sans être elles, en fait. Alors, soit des créatures nées d'elles et d'humains, ou nées d'elles et d'autres créatures, peu importe, mais je dirais plutôt d'humains. Comme si la bête, peut-être, s'était reproduite avec des humains. Elle fait penser un peu aux faunes, hein, de toute façon, sous certains aspects. Et on comprendra en plus que la vieille, en fait, depuis le début, la vieille est aussi à moitié humaine et moitié bête, en fait. On le verra vers la fin. Donc ces petites créatures-là, elles, sont peut-être une autre version, une autre descendance de la bête, de la forêt. Donc elles sont fantastiques. C'est elles qui vont transmettre à Luke ces images dans ses rêves, des rites dans les cimetières, des rites qu'il y avait dans ses maisons, dans la cabane dans laquelle ils ont dormi, etc. Il va comprendre qu'elles étaient là aussi longtemps, qu'elles ont été là très très longtemps. Et il y en a plus, hein. Apparemment, il y a plus de ces créatures-là, dégénèrent, en fait, Elles sont là-haut, cloîtrées dans le grenier, en train de dépérir, en fait. Donc, c'est tout ce qui reste de ce que cette créature a été. Donc, clairement, quand elle le stocke comme ça, parce que quand Luke se déplace la nuit, comme j'ai dit, la première fois qu'il les pressent, elles sont là, il lui envoie ses visions. C'est très curieux, en fait. C'est peut-être, enfin, elles retrouvent ce passé qui a été oublié. Elles revivent, en fait, ce qu'elles ont connu avant avec un sacrifié, la bête qui est heureuse, la bête mère qui est heureuse là dans la forêt, qui va avoir ce qu'elle veut, etc. Voilà. Donc ça te redonne un peu de vie à ce lieu oublié, en fait, ce lieu qui a complètement dépéri. Et face à cela, quand Luke va comprendre, en fait, l'existence de tout cela, en fait, ça va tellement le bouleverser qu'il va faire quelque chose de très particulier. En fait, il va prier. Luke va prier, du coup. Donc autant dire que Luke n'était pas du tout, à aucun moment il n'a fait acte de foi ou démontré d'une foi quelconque, mais là ça y est, face à tout cela, et maintenant qu'il a surtout vu, autant la bête dans la forêt, c'était la bête dans la forêt, mais là maintenant ça va trop loin. Maintenant ils sont plusieurs, il y a toute une vie autour de cela, donc en fait il commence vraiment à s'interroger sur ce qu'est la divinité. Quand il voit cette petite créature là et quand il redescend, il pleure et il a l'impression en fait d'avoir été toute sa vie endormi, et que là tout d'un coup des réponses sont là maintenant, et la première chose qu'il fait c'est qu'il prie. Il prie à qui on ne sait pas, mais il prie.
Bon, ça va pas vraiment lui servir à grand chose de toute façon parce que donc, déjà ils vont essayer de le sacrifier donc. Ça y est, donc là les jeunes se décident, donc à un moment donné il va se réveiller, il va voir qu'il est attaché, on le prépare, la vieille en fait l'a habillé dans des vêtements cérémonieux, donc il est lavé, tout cela, etc. Donc on l'amène et on le met sur une croix à l'envers, hein, bien sûr, faut le mettre à l'envers, pour l'offrir comme ça à la bête. Alors, ce sacrifice ne va pas marcher. Donc déjà, Luke va être très énervé, il va hurler, il va insulter, il va les énerver, il va insulter Sutra, donc ça va être très drôle aussi. Donc, il sacrifie Luke comme ils ont sacrifié Dom dans le film. Sauf que Dom, lui, dans le film, donc ce moment où Dom, à un moment donné, hurle, alors qu'est-ce que vous attendez? Allez, faites-le, do it now, motherfuckers. Donc en fait c'est Luke qui en fait à la fin, tant qu'à crever, il va essayer de crever avec panache, donc il va insulter, il a peur, hein, il a la trouille au ventre, mais il va insulter, il va envoyer chier, mais vu qu'il est à l'envers, en fait le sang lui monte à la tête et il finit par s'évanouir. Et sauf qu'en fait la bête ne viendra pas le chercher. La bête ne vient pas le chercher pour la simple et bonne raison en fait que la vieille n'appelle pas la bête. Ce que les jeunes ne savent pas, c'est que dans ce sacrifice-là, il y a apparemment un chant à faire, quelque chose à faire, qui amène la bête. Et la bête ne vient pas. La vieille ne le fait pas. Pourquoi la vieille ne le fait pas? Déjà, la vieille ne le fait pas parce que là, les jeunes, elle ne leur fait plus confiance. Elle veut s'en débarrasser déjà, d'une. Et de deux, elle n'ose pas appeler la bête pour l'aider à s'en débarrasser d'ailleurs. Parce que tout simplement parce que Loki est armé. Donc pendant qu'ils attendent que la bête vienne, Loki a quand même son gun. Donc ils ne sont pas du tout dans une posture comme ça de soumission face à la bête. Donc ils ont beau le prétendre, ils ont quand même gardé une assurance qui est très celle de cette civilisation qu'ils rejettent d'ailleurs, de toute façon, celle de l'arme à feu en fait. Et donc, ils sont complètement fougus quelque part. Loki a cette assurance-là, donc il tient ce gun pendant qu'ils attendent que la créature vienne, il se bourre la gueule, il chante du métal, tout cela, mais elle ne vient pas. La vieille n'appelle pas la créature et Loki va s'énerver, les jeunes vont s'énerver, ils ne vont pas comprendre pourquoi la créature ne vient pas, la vieille va remonter, ne va pas leur parler, ils vont se bourrer la gueule, et le lendemain matin, vu qu'ils ont vu que personne n'est venu, ils vont décrocher Luke et ils vont le remettre dans l'appart, ils vont le remettre dans sa chambre. Et c'est ça qui va permettre son échappatoire. Alors, l'échappatoire, si on voit dans le film, Dom a été sacrifié, Luke a réussi à libérer une de ses mains, et sauf que la jeune fille est intervenue pour encore faire un peu d'exposition, donc il a fait semblant d'être toujours attaché, il l'a laissé partir, et là maintenant, il va pouvoir s'échapper. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il va se libérer de ses contraintes et il va quitter le sous-sol. Et là, en fait, au moment où il va pour sortir, en fait, il voit que la vieille arrive, il voit en tout cas un des fidèles qui arrive, et là, du coup, il monte, le seul échappatoire qui lui est proposé, du coup, c'est de monter au grenier. Donc là, il monte à l'étage supérieur de la cabine, et il entend des prières, et comme des bruits venant derrière la porte. Donc nous, on ne sait toujours pas dans le film, je rappelle qu'on ne sait toujours pas ce qu'il y a derrière cette porte, dans le grenier. Dom n'a pas voulu en parler. Donc, Luke s'arme d'une torche allumée, et il rentre là-dedans. Et là, il voit, en fait, des momies partout. Donc il voit des gens momifiés, en fait, qui sont assis, et il cherche parmi eux, en fait, d'où venaient les murmures, d'où venaient les bruits qu'il a entendus. Mais il ne voit personne. Et là, en fait, on a les momies qui commencent à s'agiter, qui commencent à murmurer, qui commencent à faire ces bruits. Et il comprend, en fait, que ce sont les momies qui sont encore vivantes. C'est là c'est là le fameux jumpscare un peu qu'on a, qui est pas mal en plus. Hein. Qu'on comprend, en fait, que cette congrégation tordue d'humains momifiés est toujours vivante. C'est là qu'on comprend, du coup, que c'est ça la récompense de la bête. L'immortalité accordée en échange de l'adoration pour la créature. Et du coup là, il va suivre le dernier souhait que Dom lui avait fait, c'est-à-dire tu partiras d'ici, tu brûleras tout, tu niqueras tout, etc. Et il va brûler les créatures une par une, en fait. Et donc il va foutre le feu au grenier, et ça va prendre assez vite. Hein. Donc apparemment les momies ça brûle assez vite, donc ça c'est pas mal. Et en faisant ça, ça va attirer le Jotun en fait. Donc faut croire que la douleur des fidèles en fait va attirer le Jotun, la créature, la bête, qui émerge de la forêt et qui va trouver la cabane en feu. Alors on ne sait pas exactement comment elle l'a su en fait que ses fidèles étaient en train de crever. Donc sans doute qu'il y a un lien, comme j'avais dit, en fait, un peu particulier entre elle et ces gens dont elle a récupéré la douleur et offert en échange l'immortalité. Donc il y a sans doute un lien entre eux qu'on ne saisit pas forcément bien, mais en tout cas, clairement, elle a ressenti quelque chose, donc elle arrive. Quand elle arrive, en fait, Luke, lui, était déjà redescendu. C'est assez drôle, parce que quand il redescend, c'est assez drôle et assez maladroit d'ailleurs aussi, parce que quand il redescend du grenier, il tombe sur la vieille, qui le regarde comme ça. Elle ne panique pas, elle ne hurle pas, ce n'est pas du tout comme la vieille, du coup, du livre, qui, elle, en fait, était en panique à l'idée même d'exposer sa famille qui est là-haut à cet infidèle qui pourrait leur faire du mal. L'autre, elle voit Luke qui descend avec une torche allumée, je crois qu'il descend avec la torche, hein, il me semble, qui descend du grenier, il y est allé sans surveillance ni rien, donc elle ne sait pas ce qu'il a pu y faire, mais elle ne panique pas, elle n'a pas peur pour ses autres fidèles là-haut, sa famille en fait qui est là-haut. Elle le regarde comme ça, d'un air de reproche un peu. On dirait que c'est ce qu'elle lui fait en fait. Donc bien sûr, il la cogne. c'est très satisfaisant, même si j'avais dit tout à l'heure que bon, finalement quand il les tue, on s'en fout un peu. Mais quand même, le petit coup de boule, c'est pas mal. Donc il dégage la vieille et il va dans une réserve en fait où ils ont un peu entassé tout ce qu'ils ont récupéré. Donc apparemment, Luke et compagnie ne sont pas les premières victimes sur qui ils sont tombés. Ils ont récupéré plein de victimes dans le passé. Et en fait, ils gardaient un peu leurs affaires qu'ils ont mis comme ça dans une sorte d'armoirie. Et ils tombent sur des armes en fait, donc notamment une sorte de mousquet, un fusil, que Luke récupère, il essaie de trouver des munitions. Et quand il les trouve, il charge son arme. Et en fait, il s'est fait surprendre par un fidèle.
pour le tuer, il essaie de tirer, mais ça ne marche pas. Donc il n'a pas réussi à enlever l'écran de sécurité, tout ça. Et il se remet à essayer de charger un peu le gun, en fait. Et pendant ce temps-là, le vieux fidèle essaie de lui parler. Il ne panique même pas à l'idée. Comme j'avais dit, ils sont déjà morts, en fait. Donc le fait d'avoir comme ça en face de lui un homme avec une arme, ça ne lui fait même pas peur. En s'offrant à la créature, ils ont tout offert. Donc c'est déjà des momies, si on veut. Donc il s'en fout. Pour lui, ce qui est important là, c'est de raisonner Luke. C'est pas possible, il n'a pas compris la chance qu'on lui offre là, le rituel qui va lui être proposé, mais c'est salvateur, comment pourrait-il refuser, c'est incompréhensible. Donc en fait, le vieux, pendant que Luke essaie de recharger son arme, essaie juste de lui parler. On comprend pas ce qu'il lui dit bien sûr, mais il essaie juste de lui parler, et Luke bien sûr en profite, du coup arrive à recharger son arme et lui tire dessus en fait, donc le dégomme quoi. Mais voilà, il n'y a aucune satisfaction derrière cette mort, derrière ces morts là, comme je disais tout à l'heure justement, parce que ces gens sont déjà morts. Donc Luke le dégomme, il commence à sortir, mais sauf que la bête est arrivée, donc il arrive à la voir à travers la porte, donc là il comprend que c'est la mort. Les fidèles eux aussi, qui commencent à comprendre que c'est le bordel, ils voient le feu, etc. Ils savent que Luke, machin, donc ils essaient d'intervenir, mais là la créature est revenue. Donc elle était partie, mais là elle est revenue, elle a senti que quelque chose n'allait pas, elle est revenue. Donc à partir du moment où la créature est là, ils perdent tout moyen. Ils n'essaient plus d'éteindre le feu, ils n'essaient plus de capturer Luke, ils se prosternent, parce que c'est tout ce qu'ils peuvent faire, ils se prosternent. Et là la créature en arrivant, elle voit bien que la maison est en feu, elle est en colère, elle saisit la jeune fille, la jeune blonde là, qu'elle soulève, et elle la tue, je crois qu'elle la tue en lui enfonçant donc les mains dans ses yeux, elle lui crève les yeux si on veut, et la créature en colère va tuer comme ça en fait tous ses fidèles. Ce qui ne tient pas debout. C'est inspiré du film où la créature va rentrer dans une rage et va tuer Sutra de la bande, la seule rescapée de la bande. Mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Là, dans le film, la créature tue ses disciples parce qu'ils ont laissé mourir d'autres disciples. Les fameux disciples qui étaient dans le grenier. Mais c'est les mêmes, en fait. C'est complètement con. Si elle attend un peu, ces nouveaux disciples seront les nouveaux anciens disciples. C'est les mêmes, c'est la même famille, si on veut. Elle les punit de quoi exactement ? Oui, elle est punie d'avoir laissé mourir les autres, mais c'est les mêmes. Et il n'y a aucune raison qu'elle fasse une distinction, un distinguo entre ses fidèles momifiés et les fidèles encore vivants. Non momifiés en tout cas. Vivants, comme je dis, ils ne sont pas vivants à mes yeux, mais ces fidèles qui sont encore là. Il n'y a aucune raison qu'elle en tue un pour le punir d'avoir mal sauvegardé l'autre. Bon, ok, ça réduit son stock de fidèles, mais en tuant les autres fidèles, ce n'est pas prêt d'arranger la situation en vrai. Donc ça n'a pas de sens. C'est un truc que le film n'a pas compris. Quand la bête tue Sutra, c'est parce qu'à cause de ces petits cons là, elle a perdu sa famille. Enfin, sa famille, c'est une espèce de sa famille. Ses descendants qui étaient dans le grenier, ce n'étaient pas des humains. Ce sont des sortes de créatures qui descendent d'elle, en fait. Et qui, on verra après, qui vont mourir, du coup. Et là, elle devient folle. Et Sutra et compagnie ne sont pas prêts d'arriver, de remplacer ces créatures-là. Ce n'est absolument pas la même valeur pour elle. Donc, c'est absolument normal qu'elle dégomme Sutra. Mais là, dans le film, bah non. Non. À la rigueur, qu'elle dégomme Luke, qu'elle chasse Luke. Mais non, ça tient pas debout. Donc là, ce qui va se passer, Luke, lui, va profiter de cette occasion pendant qu'elle est en train de tuer ses propres fidèles pour avoir laissé mourir d'autres fidèles. Voilà. Luke va en profiter pour s'échapper de la cabine en feu. Donc parce que voilà, là, toute la cabane est en feu. Hein. Donc il sort, armé du fusil et d'une hache. Et avant, en fait, de complètement s'échapper dans les bois, il va voir la créature qui se lamente un peu comme ça devant la cabane en feu, qui fait un peu le tour, mais qui est coincée, qui sait pas quoi faire, en fait, qui est complètement paumée. On sent que, elle est désemparée, en fait. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle observe, en fait, tout tristement, sa cabane brûlée, ses derniers fidèles, en fait, cramés. Et les autres qui étaient vivants, elle les a tués. Donc, il ne lui reste plus rien. Et quand Luke voit ça, il la vise. Il voit ça. Et plutôt que de se barrer, il la vise et il lui tire dessus. Alors, il me semble qu'à ce moment-là, elle tenait encore un dernier fidèle qu'elle venait de tuer aussi. Donc, elle lâche ce fidèle, se tourne et voit Luke. Et donc, peut-être ce qu'elle se dit là, c'est, c'est pas trop tard, j'en ai peut-être un dernier là. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle se dit. Donc, elle lui court après. Donc, la balle apparemment ne semble pas lui faire grand-chose. Donc, elle arrive, elle court après Luke, en fait. Donc c'est très curieux que Luke se soit arrêté 2 minutes pour lui tirer dessus. Mais ça aussi, je crois que c'est inspiré, un peu du livre, mais mal compris, Luke ne va pas tirer sur la créature dans le livre. Il va blesser la créature à un moment donné, parce qu'il est acculé, il est à bout, en fait. Mais à aucun moment, il n'arrive à ramasser assez de courage, si cette expression existe, pour avoir les couilles de tirer sur la créature. C'est une vision impossible, la créature. Donc, soulever son arme contre cette vision ne tient pas debout. C'est impossible. Mais par contre, ce qu'il arrive à faire, c'est buter les créatures dans le grenier en se disant que ceci a trop duré. Ceci doit cesser, en fait. Mais il n'arrive pas à attaquer frontalement la créature. À chaque fois qu'il est face à elle, il est figé. Parce que c'est une vision impossible, tout simplement. Mais là, lui, il arrive à trouver le courage de lui tirer dessus. Autant dire que c'était pas une très bonne idée. Parce que du coup, ça attire l'attention de la créature, du coup. Et donc, elle va le poursuivre, et là, elle va tenter de le coincer, de le paralyser, en fait, en lui projetant, en fait, des images. Ce qui fait qu'il va revoir ses hallucinations et de ce fameux cauchemar récurrent, en fait, de la scène où il a laissé mourir Rob. Donc là, en fait, on a la première hallucination qui n'est pas liée au rêve ou à un choc, en fait, où il aurait perdu un peu la connaissance, en fait. Là, il est éveillé, il essaie de s'enfuir et il a ses visions. C'est ça qui affirme un peu le pouvoir de cette créature, en fait, de communiquer, en tout cas, d'envoyer des images comme ça et de nourrir les traumas.
de les faire ressortir, ressurgir grandement. Donc c'est toujours cette même stratégie aussi, c'est que la créature n'attaque jamais de manière frontale, elle essaie de faire un détour un peu pour lui couper le chemin. Pendant que Luke est occupé à courir à travers son cauchemar littéralement. Donc il a un cauchemar en face, il a un cauchemar derrière. Donc tout va bien. Donc la créature va finir par l'attraper, elle va le forcer à se mettre à genoux. Donc elle va le prosterner une première fois, il va refuser, il va essayer de se relever, elle va le rechoper, elle va le coucher à nouveau. Comme s'il lui offrait une chance, tu vas te soumettre maintenant. Il le fait un peu d'ailleurs, et c'est ce qui va aussi nous permettre, c'est cette scène surtout où on va vraiment bien observer la créature. On va voir vraiment donc à quoi elle ressemble en fait. Et c'est vrai que ils l'ont bien faite. Hein. Si on part un peu des indications qu'il y a dans le livre, elle est censée être, elle est un peu huileuse, elle est un peu huileuse comme un arbre en fait, on dirait. Elle est un peu fauve. Elle a des dents, elle a des dents jaunies. Elle a des gencives rouges, des dents jaunies dans des gencives rouges. C'est souvent répété dans l'histoire ça. Elle a cette forme que je trouve géniale. Et c'est là du coup qu'on revient à la sculpture qu'on avait dans la cabane au tout début. Donc là aussi, ce n'est pas la même chose dans le livre ou dans le film. Dans le film, ce qu'on a comme sculpture, donc comme j'avais dit, ça ressemblait à un homme assis, en fait, avec des bras, des bois à la place des bras, des bois comme des bois de cerf, et une gorge coupée, en fait, donc pas de tête. Donc c'est une sculpture qu'on avait là. Et en fait, en réalité, on comprend que la sculpture, c'est en fait la forme de la tête de la bête. C'est sa tête qui ressemble à ça. Et sa tête de loin, honnêtement, on dirait en fait, comment l'expliquer? On dirait une grenouille à l'envers. On dirait une grenouille qui est orientée vers le bas, les pattes vers le haut. Donc, faut imaginer les pattes de la grenouille, donc les jambes vers le haut, et qui se ramifie comme des bois de cerf. Sa queue, qui est un peu surélevée, mais qui donne l'impression d'être un cou, comme un cou d'humain. Mais en fait, c'est pas une tête du tout, c'est son cul, en fait. Et vers le bas, on a les mains de la créature, mais en fait, ce sont les mains de la grenouille, et à la place, la tête, du coup, à la place de la tête. C'est à ça, en fait. On dirait une grenouille qui est collée sur une girafe géante. C'est ça la créature. Donc la sculpture, c'est la grenouille en fait, cette partie de la grenouille qui n'est que sa tête. Ce n'est que sa tête en fait, avec les cornes et en bas la tête. La tête est très basse en fait. Et les mains comme ça, elle a 3 paires de mains. Et le reste du corps, c'est comme un cou de girafe et un corps de cerf ou de girafe, peu importe. Donc c'est à ça qu'elle ressemble. Donc en fait, ce qu'ils ont vu dans la première cabane, c'était cette sculpture là. C'était en fait sa tête, mais on ne pouvait pas comprendre cela. Du coup, ça donnait l'impression que c'était c'est un buste humain où il manquerait la tête. Mais en fait, pas du tout. Et ça, c'était vraiment bien fait. Dans le livre, ce qu'il trouve il y a aussi cette incompréhension. C'est-à-dire que ce qu'il trouve dans la cabane, il croit que c'est une sorte de sculpture momifiée, mais un patchwork comme ça entre moitié humain et moitié animal, moitié bouc, quoi. Mais en fait, non, ce n'est pas du tout un collage. C'est vraiment une créature à part entière. C'est une sorte de faune, mais qui existe, en fait. Et on va voir que la vieille en est une. On ne voit jamais son bas, mais en fait, Luke l'entend toujours se déplacer donc dans la maison, elle fait un boucan du feu de Dieu comme si elle portait des sabots. Mais non, elle ne porte pas des sabots, en fait, elle a des sabots. C'est aussi simple que ça. Et ses jambes, en fait, sont incurvées dans le mauvais sens. En fait, comme une bête, quoi, comme une bestiole, comme un faune, en fait, tout bêtement. Donc, ce qu'il voit dans la cabane n'est autre qu'une version, encore une de ces créatures descendant de la bête, momifiée, morte et momifiée, mais entière. Donc ce ne sont pas les mêmes créatures non plus. Donc le film n'en parle pas bien sûr parce que dans le film, il n'y a que la bête. Il n'y a que la bête et ses fidèles. Il n'y a pas de descendance, de progéniture et diverses et variées. Non, il y a la bête et ses fidèles, c'est tout. Donc Luke à un moment donné va en avoir marre. Donc là il va être à terre. Et là à terre, il va avoir une dernière vision de Rob. Il va comprendre que là, s'il se soumet, s'il se couche, il est mort en fait. Il est tout aussi bien que mort. Enfin, il sera vivant, mais il est mort. C'est ça qu'il ne faut pas laisser. C'est ça qu'il ne faut pas abandonner. Il n'a pas à se prosterner comme ça devant la douleur, devant le trauma, devant la monstruosité incompréhensible en fait, qui prend la forme là de la bête dans la forêt, mais qui est aussi terrible que cette violence en fait dans l'épicerie. Ces deux voleurs qui ont massacré son pote, qui lui ont défoncé le crâne. Finalement, cette violence est tout aussi brutale, aussi incompréhensible que celle-là dans la forêt. Ce qu'on a demandé à Rob, c'était finalement sa bague de fiançailles qu'il n'a pas voulu donner. C'est peut-être symbolique, on peut dire, si on veut. Là, ce qui est demandé à Luke, c'est de se prosterner, c'est d'offrir sa liberté un peu, quoi, sa volonté, etc. Donc, et là, c'est la première fois qu'il refuse, du coup. Là, il dit merde. Là, il dit merde, il en a marre. Et là, il voit la hache qu'il a laissé tomber à côté de lui. Il arrive à la saisir, il se lève et il fout un coup à la bête. Dans la gueule, quoi. Bien dans la gueule. Et là, du coup, il peut se barrer. Il se barre et il arrive enfin. Il suit la lumière du soleil, quoi. Il suit la lumière du soleil, il sait que c'est l'échappatoire. Et il émerge de la forêt, il débouche dans un champ ouvert, en fait. Et là, c'est bon. La créature, en fait, elle arrive derrière, elle n'arrive pas à sortir de la forêt. Sa limite, c'est ça, c'est la forêt. Et elle semble, donc voilà. On dirait qu'elle ne peut pas dépasser, la lisière de la forêt, c'est là. Ça s'arrête là pour elle, en fait. Donc, vu qu'elle ne traverse pas, et d'ailleurs, dans le livre, Luke le pressentait, ça. Que s'il sort de la forêt, c'est bon. Cette créature n'ira jamais en dehors de cette forêt. Et donc, il a raison, en plus. Et donc là, il se retourne et le monstre rugit sur lui.
Et il hurle lui aussi, en défi en fait, en mode mais non en fait, tu vois. Donc elle hurle comme pour le soumettre, il hurle lui aussi en fait, c'est bon, j'ai gagné en fait, maintenant tu fermes ta gueule, tu dégages. C'est un peu ça, il rétorque dans le hurlement, comme s'il avait... Il est retombé lui aussi dans un sort d'état sauvage en fait, et tout ce qu'il a à dire, il le dit pas, il le hurle, voilà. Il hurle sa liberté. Et il finit par se détourner, donc le monstre finit d'ailleurs par s'écraser un peu. Donc Luke se détourne et il se dirige vers, on voit qu'il part à travers champs, et on voit au loin une route, en fait, avec une voiture qui passe. Donc on comprend que ça y est, il a réchappé à cela. C'est le signe le signe de la civilisation. Retour à la civilisation. Mais peut-être qu'il va retourner autrement dans cette civilisation. Mais bon, ça c'est autre chose. Alors bien sûr, on a la fuite dans le livre. Voilà, c'est pour ça que je disais ça se regroupe, en fait. À un moment, on a la fuite. En fait, ce qui va se passer, c'est que dans le livre, c'est la vieille qui libère Luke. Comme j'avais dit, en fait, elle préparait un plan. Elle en avait marre, en fait. Elle voulait se débarrasser des jeunes. Donc c'est elle, en fait, qui va libérer Luke. Alors, il lui donne pas son couteau cérémoniel, donc peut-être qu'elle y tient, mais en tout cas, elle le libère. Il comprend, en fait, qu'elle attend quelque chose de lui. Donc lui va se dire, fuck it, j'en ai rien à foutre, je veux me barrer. Mais en même temps, il se dit, je vais me barrer, mais il se dit, mais si je me barre, ils vont me courir après, ces jeunes, ils me lâcheront jamais, en fait. Ça peut passer que par la mort, en fait. Encore une fois, Luke fait ce choix parce il est acculé, il n'a plus le choix. Mais il ne veut pas, ça devient pas tout d'un coup, je sais pas moi, ça devient pas tout d'un coup Schwarzenegger dans le Predator. Ce n'est pas un tueur, en fait. Ce n'est pas un tueur, il ne l'est pas du tout, c'est un homme. Et là, c'est colère, il réagit à un moment, mais il réagit. Donc là, il est à bout, en fait. Et il comprend que ces jeunes ne le lâcheront jamais. S'ils se barrent, ils vont prendre leur bagnole, parce qu'ils sont venus en caisse, une vieille camionnette qu'ils ont là. Et il sait qu'ils vont le traquer dans la forêt, ils vont le chercher. Donc, il tergiverse un peu, il descend. Alors, je sais pas s'il cherche expressément le fusil, mais je pense qu'il essaie plutôt de trouver les clés de la camionnette, de la prendre et se barrer, en fait. Il se dit que c'est peut-être ça sa meilleure chance. Parce qu'il y a la bête encore dehors, faut pas l'oublier. Même si sa nouvelle peur, sa peur du moment, c'est les jeunes, hein. C'est pas la bête du tout. La bête n'a même pas voulu de lui, en fait, quand il a été sacrifié. Donc, sa nouvelle peur, comme je disais, c'était les jeunes. Et le livre a bien fait cela. Elle a bien réussi à ramener, en fait, la terreur la terreur qu'engendraient ces jeunes, presque à la mettre au même niveau que celle engendrée par la bête. Ce que, un peu, le film a presque fait, pas avec les fidèles, comme j'ai dit, qui ne sont pas du tout, qui sont morts-nés, j'ai envie de dire, mais ce que le film a presque réussi à faire entre la bête et les tueurs, en fait, les braqueurs du début, qui ont tué comme ça, sans raison, finalement, son ami. Donc voilà, cette terreur des jeunes est là. C'est pour ça que la suite va être satisfaisante, d'ailleurs. Quand Luke tire sur le fidèle dans le film, on n'a aucune peur, en fait. Il n'y a aucune peur chez l'autre, on n'a aucune satisfaction. Ou en tout cas, ils sont absolument illuminés. Ils ont été choisis, en tout cas. Donc, il y a une gêne vis-à-vis d'eux. À la rigueur, il y a un malaise, quoi. Face à ces gens bizarres, il y a un malaise. Mais face aux jeunes, il y a de l'incompréhension. Et ils font flipper, eux, pour le coup. Ils font flipper. Et pourtant, malgré ça, ils ont peur pour leur vie. Ils veulent vivre, quand même. Les fidèles, eux, n'avaient plus de vie, de toute façon. Donc, il n'y a pas cet attachement à la vie du tout. Donc, les fidèles sont vides. Ils sont juste remplis d'une révérence sans faille pour leur Dieu. Ce n'est pas Fenris qui veut se battre, qui veut vivre. Ce n'est pas Loki qui idolâtre, mais qui veut aussi être adoré aussi. Donc, les jeunes sont plus riches. Encore une fois, sont bien plus riches que les fidèles. Donc, la première chose qui va se passer, donc, autant aussi le Luke dans le film tue trop facilement, hein, il tue aussi les fidèles à tout va, autant ça sera plus difficile pour le Luke dans le livre, qui, comme je dis, va tergiverser, va hésiter, va se dire, mais est-ce que je peux me barrer sans avoir à les tuer et m'échapper, etc. Et ce qui rappelle un peu ce qu'il fait depuis le début, de toute façon. Et ce qui fait que c'est un personnage intéressant, d'ailleurs. Un personnage qui a été comme ça toute sa vie, qui avance, qui doute à chaque pas qu'il fait, à chaque nouvelle orientation qu'il choisit, à chaque but qu'il fait, etc., qui revient un peu sur ses... Voilà. Confus. Regret, honte, peur, tristesse, colère. Voilà, c'est ça, Luke. Personnage bien plus riche, donc, du coup. Le Luke du livre est bien plus riche que le Luke du film. Et surtout, le Luke du livre a pu développer un peu ses points de vue, sa façon de penser, etc., en confrontant aussi ses avis face à Loki. Et ça, c'était pas mal aussi. Donc, à la fois, on a eu cette discussion par rapport à ce que c'était les amis, la civilisation, tout ça, avec ses amis avant qu'ils ne se fassent trucider, les autres. Mais on a aussi cette discussion avec Loki par la suite. Donc, sans conteste, le personnage le plus intéressant. Donc, il va descendre dans la cuisine. Et là, en fait, dans la cuisine, la malchance qu'il a, c'est que c'est là que dort Fenris, le chien fou, là. Et Fenris est dans sa couette, en fait, et Fenris entend Luke. Il se retourne, il le voit, il se lève de sa couette, et il fait, ah ouais, Luke. Ah bah alors Luke, on s'échappe. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux retourner à Londres? Dans ta robe de petite pédale? Parce que Luke est toujours habillé, justement, de ces vêtements cérémoniels qu'on met, justement, au sacrifié. Et Luke va voir que dans la cuisine, donc, il y a Fenris, mais il y a aussi la vieille sur le côté. Elle est assise sur sa petite chaise, tranquille, elle ne dit rien. Elle attend que Luke fasse son travail, quoi. Et Luke, lui, ce qu'il va voir, c'est il va voir le fusil. Il va voir le fusil accroché sur un mur de la cuisine. Fenris va voir qu'il a vu le fusil. Donc c'est un peu la course-poursuite. Sauf que Fenris, lui, a un couteau. Il a un couteau avec lequel il dort. C'est Fenris. Il sort son couteau, il attaque Luke, en fait. Et donc, ils se battent, et Luke essaie de choper le fusil. Je crois qu'il arrive à le choper, il essaie de se défendre avec le fusil, il essaie de tirer avec, mais il ne sait pas comment l'utiliser. Il n'a pas réussi à enlever le cran de sécurité, donc ça ne tire pas.
Et Fenris arrive à le lacérer du coup. Il lui coupe le mollet, je crois, il lui coupe aussi un peu sur le torse. Luke commence à s'énerver et là il commence à en avoir marre en fait. Il dit mais putain, mais tout ça parce qu'en fait je veux juste pas le buter en fait. J'essaie juste de me protéger et là il est en train de me dégommer ce petit enfoiré en fait. Il y en a marre en fait. Et en fait il arrive à choper à un moment donné. Fenris a un mouvement trop large comme pour planter Luke et Luke en profite pour choper son poignet, chope le couteau, il le retourne en fait, il lui enfonce. Je crois qu'il lui enfonce dans les hanches ou dans le ventre, je ne sais plus. Il lui enfonce quelque part, en tout cas dans quelque part où ça fait mal. Et là Fenris est dégoûté en fait. Il fait oh putain, il sait que là il est niqué en fait. Donc là il se met à pleurer. C'est ça qui est très drôle. Juste avant il était très content de pouvoir tuer quelqu'un. Donc il était tout excité en fait. Et là quand il voit qu'il va perdre, bah maintenant il pleure. Il chiale et il appelle Loki. Il hurle le nom de Loki. Et malgré ça il revient quand même à la charge. Et donc ce que Luke fait, c'est qu'il lui donne un coup de pied et il enfonce plus profondément le couteau en fait dans son bide, je crois. Je sais pas si c'est dans le ventre ou dans le torse, enfin peu importe. Il lui enfonce plus profondément le couteau. Fenris se couche et je crois que Luke chope du coup un autre couteau. Alors, je sais pas d'où sortent tous ces couteaux. Ça c'est vraiment si je me rappelle bien du combat. Mais toujours est-il qu'il chope un autre couteau. Il vient vers Fenris et cette fois-ci il lui enfonce le couteau dans le cou. Dans la gorge. Mais à chaque fois qu'il fait des coups comme ça, par exemple quand il lui enfonce la première fois ou quand il lui tape dessus, quand il lui donne un coup de pied qui enfonce plus profondément le couteau dans son corps et quand il lui donne le coup aussi, le couteau dans le cou, à chaque fois il se recule dégoûté en fait, horrifié en disant oh merde, oh putain merde, désolé, mais en continuant à tuer ce jeune homme. Donc c'est une mise à mort à la fois très cruelle mais aussi très drôle en fait, presque à reculons. Donc là Fenris est out, Fenris est out de manière très sale d'ailleurs. Fenris est out et Loki est en train de descendre les escaliers. Pendant que Loki descend, il l'appelle Fenris, et on sent à sa voix en fait que ça y est, c'est plus parce que depuis le début en fait, il fait toujours un peu son boss, un peu le mec qui gère, qui est calme, qui domine toute la situation. Et là il commence à avoir peur quand même. Il comprend au bruit qu'il a entendu que les choses ne vont pas comme elles devraient. Et pendant qu'il descend, Luke arrive à comprendre comment l'arme fonctionne. Et la vieille, elle par contre, au moment où en fait Fenris est à terre, c'est bon, il va mourir en fait. Elle regarde là-haut, elle murmure des choses comme si elle parlait à travers le mur et qu'elle pouvait entendre ce que lui disaient en fait les créatures là-haut, qui devaient en fait se féliciter de la mort déjà d'un des petits jeunes là. Donc voilà, un de moins. Et là, Loki arrive à terre, Loki arrive au niveau de la porte, et quand il débouche la porte, il voit Fenris à terre dans le sang, il voit Luke en face de lui avec le gun, et Luke en fait a compris comment marcher le fusil en fait. Et il tire en fait. Loki a à peine le temps de comprendre ce qui se passe en vrai. Donc il a son mascara qui coule, il a dormi, il s'est encore bourré la gueule la veille, etc. Donc ils ont encore chanté toute la nuit, donc il est complètement défoncé, et il voit ça, le temps qu'il comprenne en fait, il disparaît. C'est-à-dire qu'en fait, le coup est tellement fort qu'il l'éjecte en fait de l'entrée de la porte de la cuisine. Donc il disparaît, et le bruit est assourdissant, la vieille hurle, elle se bouche les oreilles, Luke n'entend plus rien. Donc voilà, Loki out aussi. Et là, Luke va sortir sur le palier et il va voir en fait que Loki se traîne par terre, comme s'il essayait de s'échapper en fait, comme s'il traînait vers la sortie. Et Luke voit qu'il l'a salement amoché, il l'a eu au niveau un peu du ventre, et il est foutu. Loki est foutu. Donc Loki se retourne, voit Luke et lui fait Luke, s'il te plaît et tout. Et là, il supplie. Ce qui est vachement gonflé, mais c'est qui est une chute cohérente, mais il faut savoir que Luke n'a pas cessé de les supplier. Ils n'ont jamais voulu entendre. Et là, Loki, maintenant que c'est à son tour d'être à terre, parce qu'en fait, ils ont toujours eu la main, ils ont toujours eu le dessus. Et là, que maintenant, lui est à terre, la première chose qu'il fait, c'est qu'il supplie pour sa vie aussi. C'est pour ça que c'est satisfaisant à la fin. Et Luke lui fait, où sont les clés? Où sont les clés de la bagnole, en fait? Et Loki lui fait, elles sont là-haut dans la chambre. Et Luke lui fait, ah ouais, d'accord, tu te fous-toi de ma gueule, en fait. Tu veux que je monte là-haut, là où il y a ta copine, là, qui m'attend avec son couteau aussi, tu vois? Et le regard de Loki lui fait comprendre qu'en fait que non, là Loki n'a pas du tout la tête à mentir ou à avoir des plans, non. Là il veut juste vivre en fait, donc il dit la vérité. Et Luke réfléchit 2 minutes, il lui fait, tu sais Loki, mes amis aussi voulaient vivre, ils voulaient vivre en fait. Donc dans ces bois, la pitié n'est plus un droit en fait, n'est plus quelque chose d'établi, c'est un privilège. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui nous vient de là-haut, qui est écrit, qui est établi, etc. Et on se tient à une certaine loi en fait. Là, dans cette forêt, on était laissé à nous-mêmes. On a établi les règles par lesquelles on voulait vivre dans cette forêt. Et la pitié, justement, n'était pas un de ces droits, c'était un privilège en fait, qu'on pouvait instaurer ou pas. Vous avez choisi de ne pas l'instaurer, vous avez choisi de ne pas avoir pitié. Mes amis voulaient vivre aussi, espèce d'enculé va. Donc en fait, t'as établi tes règles, t'as qu'à vivre avec tes règles et crever avec tes propres règles en fait. Et c'est là en fait que Luke lève le fusil vers son visage, Loki essaie de mettre sa main pour se protéger en disant « Non Luke !» Il lui tire à travers la main, il lui explose le visage en fait, sa cervelle part en morceaux. Donc c'est la fin pour Loki. Et là quand Luke se retourne en fait en haut des escaliers justement, dans la chambre justement vers la chambre de Loki, il voit Sutra. Donc elle est horrifiée par elle ne comprend pas ce qui se passe, elle vient de se réveiller aussi, elle regarde la scène, elle voit Loki mort, elle voit sans doute Fenris qui lui aussi se traîne et essaie de sortir de la maison, mais il est à terre aussi dans le sang, elle comprend que là les choses ne vont pas. Donc la première chose qu'elle fait, c'est qu'elle recule en fait, elle redisparaît dans la chambre. Luke, je crois, lui hurle « Sutra !»
Il reste plus que toi et moi. Je vais te buter, en fait. Il est remonté. Sauf que là, il sort sur le palier, il a besoin d'une bouffée d'air un peu. Ou alors, ou je ne sais plus, peut-être qu'il suit Fenris, en fait. Il suit Fenris, mais là, et là, pareil, il retombe dans le Luke qu'il est normalement. Donc, il a pitié. Donc, il dit à Fenris, écoute Fenris, je sais pas quoi faire. Si tu veux, je te prends, je te mets dans la camionnette, je roule. Peut-être que voilà, cette route doit bien mener quelque part, Fenris, à un hôpital au moins, quelque chose. On peut essayer ça si ça te va, tu vois. Et Fenris, il a un couteau dans la gorge, hein, quand même. Hein. Et là, en fait, il y a un retournement. Pendant qu'il essaie de se raisonner, il lui fait, mais en même temps, mec, c'est pas normal, en fait. C'est vous qui avez créé ça. C'est vous qui vouliez ça, en fait. Vous êtes toujours les plus cruels, les plus horribles. Souvent, les gens les plus cruels, les plus horribles sont les premiers à s'attendre à ce qu'on ait pitié. À ce que la justice leur fasse une fleur, en fait. Il dit, mais non, il y en a marre, en fait. On n'a plus le temps d'être là, à raisonner, à machin, à essayer d'éduquer, à essayer de vous faire comprendre qu'est-ce que la pitié, la bienveillance. Merde, vous ne l'avez pas, vous n'en avez pas voulu. Bah, en fait, crevez alors. En fait, il se parle tout seul, quoi. Donc, il se réchauffe tout seul, il se chauffe tout seul. Il s'énerve à nouveau tout seul, en fait. Fenris n'a rien dit. Fenris est juste à terre et il gargouille comme ça, machin. Il essaie juste de demander à pitié, en fait. Sauve-moi, tu vois. Et Luke part du sentiment de pitié, d'abord. Ah, je vais te sauver. Et aboutit en se parlant tout seul à, mais merde, quoi. Merde, mais vous vous prenez pour qui, en fait? Vous pensez que vous pouvez tuer impunément, machin? Combien de fois je vous ai demandé pitié? Combien de fois je vous ai demandé, en fait, de me sauver, en fait, d'avoir pitié pour moi aussi? Vous n'avez rien voulu savoir. Vous vous êtes moqué quand mes amis sont morts. Vous avez ri, vous étiez heureux, en fait. Donc, fuck it. Et pareil, donc il bute Fenris. Alors il le bute d'une balle, ce qui est con d'ailleurs parce qu'il sait pas combien de balles il a, il sait pas comment recharger cette arme, il sait pas s'il lui reste assez de munitions, mais bon. Et il était mort Fenris, c'était bon, il avait un couteau dans la gorge, un couteau dans le bide, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Enfin bref, il le bute, et là il va pour remonter, et là il a l'impression qu'il a vu la porte bouger, donc il a un doute. Il se dit, c'est cette pute de Soutra. Et effectivement c'est elle en fait. Elle est redescendue tranquillement, elle a fait le tour, elle est rentrée par elle a fait le tour, quoi. Elle est arrivée à la porte, elle sait qu'il est dehors, et en fait, elle s'est baissée et elle l'attendait, en fait, derrière la porte, avec son couteau. Donc, courageuse, quand même, là. Elle s'est pas dit, je vais me barrer, elle s'est dit, je vais le niquer, lui. De toute façon, ça a toujours été une haineuse, Soutra. Elle a toujours voulu le couper, elle a toujours voulu le buter, en fait. Et même Luke va se dire ça à un moment, il va se dire, mais putain, mais jamais une fille ne m'a désiré à ce point. Enfin, elle me désire pour me buter, mais jamais quelqu'un m'a désiré à ce point. Elle le veut, quoi. Elle veut le buter. Et elle sait qu'il est armé. Il a un fusil, elle n'a qu'un couteau, mais elle est là quand même, elle est au taquet, donc elle s'est penchée, donc peut-être son plan c'était de rabattre la porte dès qu'il serait passé avec le fusil pour le déstabiliser, coincer le fusil et puis le planter en fait. Mais heureusement qu'il voit ça, il vise à travers la fenêtre, elle ne le voit pas, elle est penchée en fait, elle est courbée, elle a la tête vers la porte, elle ne voit pas derrière elle. Et là il tire, mais il la loupe. Donc elle bondit, elle part en courant, et là, cette fois-ci, elle part pour la forêt, en fait, elle sort par la porte derrière, elle part pour la forêt, il la poursuit un peu, tire à nouveau, mais il la loupe, et là, elle rentre dans la forêt. Bon, elle a pas fait le meilleur choix. Et du coup, Luke rentre, et là, il monte dans leur chambre pour chercher les clés. Il trouve les clés, il redescend pour partir, et là, cette fois-ci, la vieille s'est mise à chanter. Donc, il ne comprend pas au début, en fait. Il a les clés, il part, il veut partir, et il s'approche d'elle. Je crois qu'il arrive sur la véranda, elle est un peu devant la maison, elle chante vers la forêt. Et il commence à comprendre un mot dans sa chanson, c'est maman, mother, moteur, moteur. Et là, il comprend petit à petit, mais en fait, elle appelle sa mère, elle appelle la bête, là. Elle veut me niquer aussi. Il comprend, en gros, que c'est son tour maintenant. Et tout ce qu'il comprend, Luke, ça va très vite, mais tout est d'instinct. C'est des suggestions qu'il se fait, mais il sent qu'il est pas loin de la vérité. La vieille est en train, maintenant que les jeunes sont morts, il reste que Luke, elle dit c'est bon maintenant qu'elle peut appeler la bête pour finir le boulot. Ce qui est complètement con parce que Luke a toujours son fusil, mais bon. Et Luke comprend ça, il lui dit, madame, arrêtez madame, s'il vous plaît. Elle chante, elle l'écoute pas. Donc là, il lève le fusil et pareil, il lui tire dessus. Il lui tire dans le dos, ce qui l'envoie voler. Ça lui coupe le souffle directement, ça lui prend sa vie. Elle tombe, et c'est là que sa robe remonte, et qu'il voit, en fait, elle voit ses fameuses sabots. Il voit ses fameuses pattes courbées dans le mauvais sens, là, au niveau du genou. Pattes de bouc, en fait. Il comprend, en fait, que voilà, qu'elle était ce faune, en fait, dont je parle depuis tout à l'heure. Et qu'elle est la même créature que celle qu'ils ont trouvée dans la cabane au début momifiée, qu'ils ont cru être une sorte de patchwork entre deux créatures, entre un humain à moitié bouc. Et là, en fait, pareil, ça le réchauffe à nouveau, ça le remonte. Là, il voulait juste s'enfuir, en fait, au départ. Hein. Mais quand il la bute, il se dit, mais putain, mais ça suffit, en fait, ça suffit, cette merde. Ce lieu, il comprend qu'il y a une porte ici qu'il va falloir fermer. Il y a eu trop de sacrifices, trop de gens pris, de gens, de parents, de pères de famille, d'amis, de luttes, d'hommes, de fils abandonnés et perdus, apeuré et complètement sacrifié dans ce lieu-là. Donc il est temps d'en finir. Et là, il rentre dans la maison. Alors qu'il était parti pour se barrer, hein. Il rentre dans la maison, il remonte, et il va dans ce fameux grenier, en fait. Et il va chercher ses créatures. Et il sait qu'elles savent qu'il est en train de monter. Et lui, il se dit, je vais en finir. Vous m'avez montré ce que vous avez fait. Vous avez trop vécu déjà. Vous avez fait assez de merde comme ça aussi, en fait. Donc ça suffit. Il monte là-haut, et il va, en fait, les buter une à une à coups de couteau. Elles vont essayer de le mordre, tout ça. Et c'est dans le noir, hein. Il a même pas de lumière, en fait. Mais il tâtonne, il les sent, elle le mordit, mais elles ont même plus de dents.
Il prend son couteau, il la renfonce dans la tête et elles partent en poussière en fait, presque. Elles partent presque en poussière. Poussière qu'il respire, qu'il tousse à nouveau, il s'étouffe presque avec ça, mais il les bute une à une. Et il arrive presque à sentir que telle créature est mâle, telle autre créature est femelle, mais encore une fois d'instinct. Encore une fois d'instinct. En tout cas, ces créatures sont tellement vieilles que leur peau est poussière. Quand elles meurent, quand elles s'écrasent sous son couteau, que le couteau qui s'enfonce très facilement dans leur crâne, elles partent presque en poussière. Et c'est au moment où il tue la dernière créature que la bête dans les bois réagit. C'est là qu'elle sent, depuis les bois, c'est là qu'elle sent que quelque chose a disparu en fait. Et effectivement, il vient de tuer toute la famille qui était dans le grenier. Et ils étaient peut-être les derniers vestiges de cette famille, de cette progéniture de la bête. De ce type de progéniture, parce que j'ai l'impression qu'elle a plusieurs types de progéniture. Ces créatures-là dans le grenier, et ainsi que la vieille, qui est une autre sorte de progéniture, sans doute qu'elle a eu avec des humains. Toujours est-il donc que cette progéniture qui semble être plus proche de la mythologie, plus proche en fait de ce monde d'où viendrait la bête, une fois que leur dernier représentant est mort, la bête hurle. La bête hurle dans les bois. Et le hurlement est tellement terrifiant que Luke tombe sur le cul. Il tombe en fait. Il tombe sur place. Et là, il arrive à reprendre ses esprits un peu. Il tâtonne, il prend son arme, il prend son fusil, il prend son couteau, il se barre. Il faut fuir. Il comprend que la créature arrive. Il va entendre son bruit autour de la maison. Ce fameux bruit dont je parlais. Donc ce cri qu'elle a, qui fait un peu chacal, qui fait aussi un peu buffle, ou voilà. Ce que j'apprécie aussi dans dans ce temps qui est donné à Luke avant de tuer les bêtes, c'est que ça passe par deux phases, encore une fois. Toujours dans cette instabilité chez Luke, en fait. C'est que dans un premier temps, il est impressionné par ces créatures. Il est mystifié. Elle le pousse à prier. C'en est là, quoi, en fait. La première fois qu'il les voit. Qu'elle lui envoie tous ces images dans la tête, etc., tous ses rêves, elle l'intimide complètement. Enfin, il est dans un territoire inconnu. Mais après tout ce qu'il vient de vivre, ce sentiment se transforme. Et ce sentiment de adoration peut-être pas, mais en tout cas mystification, se transforme en haine. Et il décide que voilà, les sacrifices sont assez durés. Donc on arrête. Donc il a ce temps en fait de changer d'avis et de se dire que non, je vais les buter en fait. Créature magnifique ou pas, enfin je vais les buter. Et il n'y a pas ce temps dans le film. Dans le film, il les tue directement en fait. Il les découvre, à peine il se remet très rapidement dans son choc et il les brûle. Il aurait mieux valu que ce soit un accident du coup d'ailleurs. Il aurait mieux valu que dans sa peur en fait, qu'il laisse tomber qu'il sursaute en fait. Et qu'il laisse tomber il avait un flambeau en fait, qu'il laisse tomber, que ce soit ça, cet accident en fait, qui crame en fait ces momies. Et non pas que de lui-même se dise je vais vous cramer. Enfin, quand même, découvrir des momies encore vivantes qui parlent, ce serait bien d'avoir un temps de choc appréciable. Et si on n'a pas le temps de montrer ce temps dans le film, au moins que la mise à mort soit accidentelle. Il est trop rapide, il décide trop vite. Voilà, c'est la différence en fait. C'est intéressant qu'il ait le temps d'apprécier, d'être intimidé par l'unicité de telles créatures qui ont réussi à remettre en question tout ce qu'ils croyaient savoir en fait. Jusque-là, que ce soit sur les mythes, que ce soit sur la religion, etc. Voilà, c'est bien. C'est un bon cheminement dans cette histoire à travers laquelle il vit, Luke. Donc d'où l'importance de la prière dans le livre. Il ne prie pas dans le film. Et aussi pareil, cette façon de les tuer par le feu, de les immoler par le feu, bon, dans le film, c'est sûr que ça nettoie. Ça nettoie tout, ça nettoie les traces, etc. Donc oui, effectivement, ça fait le job. Mais il y a aussi quelque chose de très brutal et de très, presque de très cruel chez l'homme, qui est Luke, de les exécuter une après une à coups de couteau. Il les tue pas toutes d'un coup. Il en tue une, puis il tue celle d'après, puis il tue celle d'après. Et ces créatures ont peur, elles le fuient, etc. Et c'est lui qui devient le monstre, en fait, à ce moment-là. Il devient le monstre. Il y a quelque chose de très fort dans le poignardage, en fait, dans cette lame qu'il a. Il a un couteau moderne, là. Il les tue avec la modernité, finalement. Il les tue avec le couteau, le métal qui vient d'un monde qu'elles ne connaissent pas, ces créatures. Donc il les tue avec ça. Il les tue une à une. Cette scène, pareil, a quelque chose de très fort. Ça a quelque chose de terrible, de presque gênant. Je ne pense pas qu'on puisse avoir devant cette scène juste un sentiment. En tout cas, on ne peut pas juste avoir un sentiment de satisfaction face à cette scène. Il y a même quelque chose de regrettable, presque. On se dit, mais ces créatures sont uniques au monde. Il les tue à coups de couteau dans le crâne. Il y a quelque chose de terrible. Mais bien sûr, ça c'est une lecture bien moderne de cela, en fait, dans ce désir de conserver un peu des créatures rares, etc. Oh, mais c'est les dernières, c'est comme les derniers Pokémon rares, voilà. Donc voilà, il y a quelque chose de très moderne dans cette lecture, bien entendu, mais c'est le cas, c'est quand même tragique. Pour qu'ils survivent, il n'a d'autre choix que d'éteindre cette espèce. Voilà. C'est un génocide. Et au final, c'est ça la conclusion ici. C'est que la nouvelle technologie a raison, donc le couteau, la lame d'acier, a raison de l'ancienne magie. Donc là, on en est maintenant à l'arrivée de la créature, de la bête, maintenant, qui arrive pour en découdre, là. Mais là, sa colère est justifiée, je trouve. Voilà, c'est ce que je disais, en fait, à la différence du film. Là, ce qu'elle vient de perdre est inestimable. Elle vient de perdre sa famille. Et je parle pas que de la vieille qui gît sur le gazon, là, à l'extérieur de la maison. D'ailleurs, elle ramasse son cadavre. Quand Luke redescend, il voit que le cadavre de la vieille n'est plus sur le gazon, là, à l'extérieur. Donc, en fait, la créature l'a récupéré. Et ce qu'elle a perdu là est inestimable pour elle. C'est pas juste des fidèles, c'est sa famille, c'est sa progéniture. Les petits vieux là-haut, ainsi que la vieille qui était sur le gazon, c'est sa progéniture, quelque part. Et donc, elle vient de perdre ça, à cause de petits connards, là. Donc, on peut comprendre qu'elle vrille. Et d'ailleurs, au moment où Luke descendait, à un moment, il entend le cri de Soutra dans les bois.
Donc ça veut dire que la créature, la première chose qu'elle a faite, c'est de tomber sur Sutra. Et elle a comme ça ce flair, vu que c'est sa forêt, effectivement, elle sait qui est là, Donc elle a trouvé Sutra assez facilement, on va dire. Et apparemment, il lui a pas proposé d'être une fidèle, en fait. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Sans doute que les fidèles se soumettent via la progéniture, qui a utilisé en tout cas ces fidèles comme des sortes d'esclaves à une époque, et qui se soumettent du coup ainsi indirectement à la bête. Sauf que là, la bête vient de perdre sa progéniture, sa famille. Elle n'est pas dans cette approche où elle essaie de renouveler un stock de fidèles, en fait. Ce n'est pas la bête du livre, effectivement. Même si c'est ce que cherche celle dans le film, celle-ci, ce n'est pas ça. Celle-ci a clairement sa progéniture, et ces humains, finalement, ne sont que de la chair à canon, quoi. C'est ses sacrifices. Ils ne sont là, finalement, que pour être sacrifiés à son plaisir. Donc, ces hommes qui, au départ, ne sont que le jeu de sa volonté, qu'ils aient causé la mort de sa famille, et non pas de fidèles vieillis, qu'ils aient causé la mort de sa famille, justifie absolument qu'elle les désigne tous, quoi. Donc, même si Sutra avait ce sentiment de prosternation face à elle, etc., c'est pas du tout ce qui va l'intéresser ici. Et ça tient la route. On a autre chose dans le film, elle veut des fidèles, et finalement elle finit par tuer ses fidèles. C'est un peu moins bien construit, je trouve. Donc voilà, il y a vraiment ces oppositions-là entre le livre et le film. Les adeptes, eux, dans le film, n'ont pas peur de la mort. Blood Frenzy, c'est-à-dire le groupe là, Loki, Sutra et Fenris, veulent vivre. Surtout vers la fin, on le voit bien qu'ils voulaient vivre. De notre côté, on a ces fidèles sont vieux, sont très très vieux, c'est des gens très anciens. Et là, dans le livre, on a des jeunes. Ce qui a aussi son importance, c'est tout son intérêt en fait. Cette fameuse boucle dont je parlais tout à l'heure. Donc, la nouvelle génération, du coup, la progéniture un peu de ces vieilles mythologies, en tout cas de ces gens qui ont pu créer et croire en ces mythologies. Donc voilà, leur progéniture revient pour honorer cela, mais de la pire façon qui soit, quoi. D'une manière grotesque finalement. Et ça se finit très mal pour eux, donc c'est encore plus pathétique. Et c'est pour ça qu'au final, la mort des adeptes nous laisse indifférents, autant la mort de Loki, Sutra et Fenris est d'un satisfaisant. Et surtout que je n'ai pas vraiment développé la personnalité, mais c'est vraiment des petits connards, quoi. Et c'est pour ça que je soupçonnais le film d'avoir copié ici la mort de Sutra qui se fait tuer par la bête, et de l'avoir du coup projeté dans le film avec la bête qui tue ses propres fidèles, mais sans comprendre le pourquoi du comment. Et la bête qu'ils ont construite, qu'ils ont fabriquée dans ce film, ne devrait pas ainsi tuer ses fidèles. Ça ne devrait pas marcher dans ce sens-là. Mais qu'elle tue Sutra, ouais, clairement. Sutra n'est pas de sa famille. Dans le livre, les fidèles sont sa famille. Et une autre distinction aussi, dans la fuite finale, c'est que la fuite de Luke à travers la forêt se fait en voiture. C'est assez symbolique, je trouve, justement, que ce soit la voiture qui le sorte de là. Encore une fois, donc, comme je disais, il y a une confrontation clairement entre nouvelle technologie, nouvelle civilisation, versus vieille magie. Et donc, il est à bord de cette voiture et il fonce à toute trombe à travers la forêt. La forêt va se manifester autrement. La forêt va vibrer à travers la colère de la bête et des créatures vont surgir, en fait. Et en fait, il y a une autre vie aussi. Il n'y a pas que cette progéniture-là. Donc, finalement, il y a aussi une autre vie dans cette forêt. Ça m'a vachement fait penser presque à Miyazaki. Il y a des petites créatures que lui comprend tout de suite comme étant aussi des enfants de la bête. Mais des toutes petites créatures blanches, comme les enfants qui sont là dans les bois, qui courent, qui se promènent, etc. Ça m'a fait vachement penser à Princesse Mononoke, avec ces petites créatures blanches là qui traînent dans les forêts, tout ça. Cet aspect, malheureusement, n'est pas du tout pris dans le film, en fait. La forêt reste une forêt. J'ai bien aimé qu'à la fin, qu'elle se dévoile être en fait enchantée, que ça aille plus loin que ce qu'on a cru, et qu'il y a quelque chose, qu'il y a vraiment quelque chose dans cette forêt depuis le tout début. Donc ça, on l'a pas dans le film en fait. Dans le film, il fuit, il court à toute trombe à travers ses cauchemars, il traverse ses cauchemars, ce qui tient dans la continuité du film. Dans le livre, il retourne à la civilisation à travers un outil de la civilisation. Il arrive à combattre une fois qu'il tient les outils de cette civilisation, le fusil, le couteau, la voiture. C'est avec ça qu'il s'en sort. C'est pour ça que je disais que dans ce chapitre 2, ça a vraiment bifurqué. Luke retourne dans cette civilisation qui finalement est plus salvatrice qu'autre chose. Les petits jeunes, eux, étaient là pour fuir cette civilisation qu'ils ne reconnaissent plus et qu'ils réfutent pour revenir à une autre source. Donc voilà, c'est une autre discussion qui a été établie. Et donc forcément, la conclusion est bien entendu différente. Dans le film, Luke conquiert son deuil. Il arrive à conquérir ce deuil, sa peur. Il dépasse sa douleur et sa culpabilité. Et cela en faisant, il fait son deuil aussi, il fait son deuil de ce traumatisme. Et il ne laissera plus ce moment de sa vie, ce traumatisme de sa vie, l'arrêter. C'est ça qui se passe. Et quand il court à travers et qu'il n'est plus recroquevillé sur lui-même, et de même quand il se prosterne, c'est symbolique. Car c'est à terre que se trouve le corps de Rob d'ailleurs quand il est à terre. Il voit le corps de Rob. Et il semble lui dire que ça, c'est la mort. Cet arrêt équivaut à une mort certaine pour toi. Si jamais il accepte de compromettre avec la douleur, s'il accepte de compromettre avec la peur, j'ai envie de dire. Dans le livre, ce n'est pas un deuil. Dans le livre, il s'agit de survie. Il arrive à puiser dans ses forces de survivant parce que c'est ce qu'il est au final. C'est un survivant en fait, Luke, dans le livre. Il arrive enfin à faire page blanche en fait, à s'extirper de tous ces problèmes qu'il s'est lui-même, toutes ces névroses qu'il s'est créées dans sa tête, et tous ces trucs qu'il se retourne, qu'il reprend, qu'il réinterprète, qu'il ne comprend pas, tout ça, il se rend compte qu'en fait que ce n'est pas ça le plus important.
Il comprend que ce n'est pas ça le plus important. Il comprend que c'est ça qui a pourri sa vie jusqu'à là, et il arrive à faire abstraction de cela. À un moment donné, ça devient très simple en fait. Il faut juste survivre. Peu importe les discours, peu importe les pensées, peu importe le statut, peu importe combien il gagne, peu importe dans quoi il vit, dans quel logement il est, etc. Là, il veut regagner sa vie. Et c'est là qu'il comprend en fait qu'il a changé à jamais. Peu importe qu'il ait que 2 paires de chaussures qu'il se met toute l'année, peu importe qu'il vive dans un taudis, qu'il n'ait nulle part où aller à Noël, que ses amis ne le voient plus, etc. Il comprend en fait que tout cela a brûlé en fait dans ce baptême de feu. Dans le livre, ce qui brûle, ce n'est pas le grenier qui brûle dans le livre. Dans le livre, ce qui brûle, c'est justement ce parasitage de sa vie. Tous ces arbres qui lui cachaient cette forêt, on va dire. Voilà, c'est ça qui brûle en fait. Il regagne sa vision. Il revoit les choses pour ce qu'elles sont. C'est ce qu'il donne comme impression en fait. Il part de là presque illuminé en fait. Et pourtant, il n'a pas l'impression d'en réchapper. Il présente presque la ville comme étant aussi sournoise que la forêt. Oui, parce que ça se passe mal dans la forêt, mais ça se passait aussi mal dans la ville. Il a toujours été dépassé. Il n'était pas chez lui non plus dans la ville. Il n'a jamais trouvé sa place. C'est juste qu'à la différence de la ville qui le tuait à petit feu, la forêt a très rapidement, lui a fait traverser ce baptême du feu. Assez rapidement. Et là, il fallait survivre ou clamser, en fait. Et c'est le seul à avoir survécu de ses amis. Et c'est assez drôle parce que Hatch lui disait que dans la ville, il avait fini par griller des fusibles qu'on ne remplace plus. Il annonçait sans doute ça, cette mort douce que la ville lui réservait, en fait. Et Hatch lui disait, mais viens à la campagne avec moi, viens. Finalement, Luke a réussi à trouver en lui cet art-là qu'il avait, cette colère qu'il avait, cette fameuse colère qu'il avait, en fait, a été salvatrice dans cette forêt. Cette colère qui faisait de lui encore plus un paria dans la ville. Et colère qu'il avait. C'est la seule chose qu'il pouvait opposer à son aliénation, en fait, dans la ville. Il ne comprenait plus ce qu'il foutait là. Donc, du coup, il était frustré et du coup en colère. Mais finalement, c'est cette colère qui l'a sauvé dans la forêt. Les autres, c'était l'inverse. Ils avaient presque, Dom et Phil, on avait presque l'impression que c'était des produits, eux, de la ville. Ils étaient dans leur élément, eux, par contre, dans la ville. En apparence, en tout cas. Mais après tout, c'est cohérent. Parce que le propre de la ville, c'est justement cette apparence. C'est ce que Luke a passé son temps à dénoncer, justement. Donc c'est l'apparence. Une mort douce derrière, donc un petit sourire, derrière, voilà, de l'hypocrisie, derrière le sourire, etc. Voilà. Donc c'est ça la ville, en fait. C'est très sournois. Et la forêt, elle, non. La forêt pousse au choix. Elle pousse au choix et à la fin, ils se sentent mieux. En sortant de ce bain de feu, justement. La forêt était impitoyable. La ville n'était pas salvatrice non plus. Et on a l'impression que, quel que soit le choix que fera Luke, il semble presque dire qu'il sait ce qui compte maintenant. Bon, ça lui fait une belle jambe parce qu'il n'y a plus d'amis quand même dans les parages, mais c'est autre chose. Il semble rapprocher sa vie en tout cas d'une autre manière. Alors, c'est une happy end du coup. C'est clairement une happy end. Pas une fin qui m'a satisfait. Je ne suis pas hyper fan de la fin, qui est trop belle. J'aurais préféré en fait une fin à la The Descent. Donc où on croit que la personne en question s'en est sortie, mais en fait finalement tout était dans sa tête et que en fait non, elle est encore plus profond dans ce souterrain rempli de monstres. Après, ce n'est pas le même message, effectivement, dans la descente. Ce n'est pas qu'une descente sous terre, c'est aussi une descente dans la folie. Et finalement, le prix de la survie, c'est presque l'aliénation, en fait. C'est presque la folie. Luke, lui, il va bien, en fait. Il a gagné. Il est là, il sait que ça va le changer à vie, même si ça ne le changera pas tous les jours. Il faudra quand même qu'il reprenne son job, qu'il machin, etc. Enfin, il faudra surtout qu'il fasse des thérapies, quand même, je pense. Mais il a gagné, quoi. Même s'il sait qu'il sera plus jamais le même, pas dans le sens transformé, mais détaché avec une certaine philosophie, quoi. Moi, je pense qu'il aurait fallu qu'il reste dans la forêt. C'était ça qu'il méritait. Non, ça aurait fait une meilleure fin. Et c'est vrai que le plus dur dans ces films, c'est de bien finir une fois que la peur est passée maintenant. S'il devait faire une suite, parce que la créature, oui, parce que comment Luke sort avec sa voiture, mais c'est pas si simple, hein, parce que la créature refuse de le laisser partir. Donc elle essaie d'abord de le troller un peu. Elle joue avec la carcasse de Sutra qu'elle balance derrière. C'est un pick-up, je crois en fait. Donc elle balance le cadavre de Sutra à l'arrière. Et là, il voit un peu ce qu'elle a fait à Sutra. Donc elle s'est bien déchaînée sur le corps de Sutra. Puis elle reprend le corps de Sutra. Puis après elle apparaît devant la voiture. Elle disparaît. À chaque fois qu'elle apparaît, en fait, Luke, au lieu de lui foncer dedans avec la voiture, il freine. C'est qui est complètement con en fait, parce qu'il rate des occasions de la buter. Et même lui s'en veut. En fait, putain, mais pourquoi je lui ai pas foncé dessus? Mais en fait, la vision, comme j'avais dit, la vision de cette créature est tellement grotesque, tellement impossible, que ça le fige dans ses moyens. Il ne peut pas comme ça avoir une volonté si simple de juste lui rentrer dedans et la buter comme un simple cerf qui passe à travers la route. C'est pas aussi simple, en fait. Et la seule fois où il pourra enfin faire quelque chose contre elle, c'est parce que là, il s'approche de la lisière, et là, la créature sait que c'est maintenant ou jamais. Elle va lui foncer dessus, elle va passer à travers le pare-brise, elle va essayer de le bouffer, il va sentir son haleine, son odeur, elle est énorme, en fait. Elle est sur toute la voiture. Mais elle est coincée aussi. Elle ne connaît pas les voitures. Donc elle s'y est mal prise en fait. Là, par là où elle est rentrée, c'était pas du tout une bonne idée. Donc elle est un peu coincée et Luke en profite pour lui enfoncer son couteau dans la gorge. Exactement comme il a fait avec Fenris d'ailleurs. Là, la créature a mal. Ça y est, là cette fois-ci, elle comprend quand même que fini de jouer en fait. Et là, elle se retire avec violence. Donc elle ne meurt pas, ce qui est bien.
Il ne la tue pas, quoi. Il ne la tue pas non plus. Il la blesse. C'est suffisant. C'est suffisant. Heureusement que c'est pas une fin où il la bute quand même. C'est suffisant. Elle se retire. Elle comprend que elle peut faire ses victimes si elle veut, mais celui-là, il va partir. Il va falloir le laisser partir. Donc elle le laisse partir, effectivement. Elle va lécher ses blessures. Et s'il fallait faire une suite à ce film, ce serait littéralement l'inverse, en fait. Ce serait les hommes qui viendraient à la chasse de cette créature, une fois qu'ils auraient compris son existence. Et là, ça inverserait complètement les rôles. Ce serait assez marrant, d'ailleurs, du coup. Que ce soit inversé, parce que du coup on serait presque pris de pitié pour elle, puis ensuite il y aurait les défenseurs des animaux qui seraient là, enfin... L'homme qui voudrait la capturer, la collecter, l'exhiber, l'étudier, et même montrer le bouleversement de l'ordre suggéré en fait par cette divinité, parce que c'en est une en fait. Après peut-être que justement que la créature mourra aussitôt sortie de cette forêt, donc ça c'est autre chose. Donc la fin, Luke qui gagne, je trouve que c'est pas une fin qui m'a plu, mais encore une fois je pense vraiment qu'il aurait fallu qu'il reste dans cette forêt, mais qu'il finisse par accepter que finalement, maintenant qu'il a compris les choses, qu'il retourne dans la ville, qu'il reste dans la forêt, c'est pareil en fait, c'est pareil. L'homme qu'il est devenu un ermite en fait. Je vois mal Luke sortir de ça, se faire des amis tranquilles, comme voilà, reprendre sa vie comme si de rien n'était, c'est pas possible en fait. Ce baptême du feu lui a laissé des marques qui ne partiront jamais. Mais il a l'impression, en tout cas à la conclusion qu'il tire, qu'il a compris, qu'il a ouvert les yeux, ça y est, il est enfin réveillé. J'aurais bien aimé que cet éveil, ce soit dans la forêt, avant un dernier peut-être showdown avec la créature, quoi. Mais qu'il s'en sorte vivant ou mort, peu importe, en fait. Mais maintenant, c'est bon. Il est prêt à y aller, quoi. Je sais pas. Je pense que j'aurais préféré.